Je suis Rudo, un gamin des bidonvilles qui s'introduit dans la décharge des riches pour voler des choses encore utilisables. Cependant, ma vie a pris un autre tournant quand j'ai été faussement accusé d'avoir tué mon père adoptif et jeté dans le gouffre, où toutes les ordures du monde sont jetées. Là, j'ai été forcé de combattre des monstres géants faits de déchets pour retrouver mon chemin et me venger. Ce monde est divisé en deux parties. D'un côté, la ville somptueuse où les riches jouissent d'une vie luxueuse, et de l'autre, les bidonvilles, réservés à des gens comme moi. Le seul point commun est le gouffre, où toutes les ordures, y compris les criminels, sont jetées. Les riches de la ville jettent sans hésitation des objets à peine endommagés. Comme cette femme qui a dit à sa fille de jeter la peluche qu'elle venait d'acheter juste parce qu'elle était déchirée. Elle a dit que si on essayait de la réparer, le jouet deviendrait laid, et qu'il pouvait de toute façon en acheter un autre plus tard. La petite fille n'y a vu aucun problème, et sa mère a jeté la peluche avec d'autres déchets dans une petite chute à ordures, la menant directement à un camion dans un tunnel souterrain qui menait à un immense site de collecte des déchets. Cependant, moi, le jeune Rudo, J, était aussi dans ce centre de tri des déchets, rachetant les choses que les camions y apportaient. Je me suis faufilé dans le centre de tri des déchets et suis entré dans l'une des pièces. Mais malheureusement, un garde a entendu un bruit venant de là, et il est immédiatement venu vérifier, découvrant quelqu'un fouillant dans les ordures. Le garde a fait irruption dans la pièce, pointant son arme sur moi, le voleur d'ordures, me traitant de pervers dégoûtant, qui menaçait la beauté de la ville en accumulant des déchets. Je n'ai même pas pris la peine de répondre, car j'entends ces choses tous les mardis. Mais le garde a sonné l'alarme, appelant des renforts. Dès que d'autres gardes sont arrivés, je leur ai lancé quelques sacs poubelles, et ces maniaques de la propreté n'ont pas supporté quelques œufs crus sur leurs uniformes, alors ils sont restés là à me regarder grimper dans le conduit de ventilation sans rien faire. Je suis sorti du conduit de ventilation près de la sortie, mais la porte s'est refermée juste devant moi. Et à ce moment-là, d'autres gardes sont arrivés. Tire. Quel tas d'imbéciles! Oui, je suis la menace ici. Le lendemain, la nouvelle du voleur d'ordures s'est répandue dans toute la ville, et tout le monde a blâmé les habitants des bidonvilles de l'autre côté du mur. Les habitants des bidonvilles savaient exactement qui blâmer car ce N n'était pas la première fois que j'entrais dans le centre de tri des déchets. Ils pensaient qu'un jour je serais attrapé, et la plupart d'entre eux l'espéraient vraiment. Je ne me souciais pas d'eux en installant ma boutique pour vendre les objets réparés que j'avais trouvés. Quand mon amie Chiwa est arrivée et m'a réprimandé, elle m'a demandé pourquoi je risquais ma vie juste pour fouiller dans les ordures des citadins. J'ai répondu que ces riches maudits ne se souciaient même pas de jeter des choses parfaitement utilisables. J'avais pitié des choses qu'ils jetaient. Alors je les ai ramassées. Et comme je pouvais gagner un peu d'argent en les vendant, tant mieux. Chiwa semblait me comprendre. Mais juste à ce moment-là, 3 gamins sont arrivés, se sont bouchés le nez, et ont dit que quelqu'un ici sentait les ordures. Ils ont dit à Chiwa de s'éloigner de moi, sinon elle finirait par sentir les ordures elle aussi. Ils ont insulté mes épais gants noirs, disant que je ne les avais pas lavés depuis l'aile, époque où Obama était président, et qu'un simple contact suffirait à provoquer une éruption cutanée. Un gamin a donné un coup de pied dans la lanterne que je venais de réparer, disant que personne n'achèterait mes ordures. Il a dit que mes mains étaient encore plus dégoûtantes que mes gants, c'est pourquoi je les cachais toujours. J'ai écouté en silence tout ce qu'il disait, mais quand l'un d'eux m'a traité de fils d'assassin, je suis soudain devenu fou de rage. Cependant, les gamins ne se sont pas arrêtés, ils ont dit que le bidonville avait été construit pour emprisonner les criminels, et que les habitants actuels étaient leurs descendants. C'est pourquoi ils essayaient toujours de maintenir une réputation propre. Mais mon père leur avait apporté la honte en devenant un meurtrier. Je ne pouvais plus supporter les insultes, et j'ai jeté un regard foudroyant aux gamins, ce qui les a fait fuir en courant, la peur au ventre. En courant, ils m'ont maudit, disant qu'un jour je deviendrais aussi un meurtrier comme mon père. Ensuite, j'ai tranquillement commencé à réparer la lanterne, et Chiwa m'a dit qu'elle me croyait bon et que je ne deviendrais jamais comme mon père. J était un peu gêné d'entendre ça, mais avant que je puisse la remercier, l'attention de Chiwa s'est portée sur la peluche que j'avais ramassée dans la décharge la nuit dernière. Il s'est avéré que je l'avais ramenée pour elle en cadeau depuis le début. Mais avant que je puisse le lui offrir et augmenter mon niveau de risque, la mère de Chiwa est venue et l'a emmenée. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon père adoptif, Recto, qui m'attendait. Recto a soudainement commencé à imiter mon air anxieux en essayant d'offrir la peluche à Chiwa, et mon visage est devenu rouge car je n'avais aucune idée qu'il nous avait observés. Recto m'a dit que cela pouvait attendre, car il devait d'abord parler de ma petite excursion à la décharge. Recto m'a dit que je n'avais pas besoin de me surmener, car Ilzen n'était pas dans le besoin. Il pensait que je lui étais un peu redevable de m'avoir adopté après que mon vrai père ait été jeté dans le gouffre pour être un meurtrier. Mais j'ai dit que ce N n'était pas le cas. J'ai dit à Recto que je le considérais comme ma famille, et que j'essayais juste de faire ma part. Recto m'a simplement dit être aussi honnête avec Chiwa, et je suis soudain devenu maladroit, touchant ma blessure par balle de la nuit dernière. Recto m'a immédiatement prodigué les premiers soins, et a également changé les bandages autour de ma main. Quand j'ai regardé mes mains, je me suis souvenu qu'elles avaient été blessées depuis mon plus jeune âge. Tout le monde me jugeait toujours pour ça, et parfois mes blessures commençaient à me faire un mal de chien sans raison. Puis un jour, Recto m'a donné des gants noirs,
et ils ont miraculeusement atténué la douleur. Une fois que Recto eut fini de s'occuper de mes blessures, il me dit de déclarer bientôt ma flamme à Chiwa, sinon quelqu'un d'autre la lui prendrait. Et pendant que le père et le fils plaisantaient à ce sujet, un homme au masque étrange écoutait tout depuis la rue. Le lendemain, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour avouer mes sentiments à Chiwa, et je me suis rendu chez elle avec la peluche. Mais en chemin, je suis tombé sur une scène assez courante dans le bidonville. Au bord du bidonville, il y avait un gouffre où toutes les ordures et les criminels graves étaient jetés. Aujourd'hui, un autre criminel était jeté dans le gouffre, et je ne pouvais que rester là, à regarder l'exécution, me demandant ce qui arriverait aux gens à l'intérieur de ce gouffre. À ce moment-là, Chiwa est arrivé et a dit que cette scène était assez brutale, et j'ai paniqué, parce que je n'étais pas prêt à la rencontrer. Chiwa a soudainement commencé à parler des exécutions et d'autres choses, puis elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je sois jeté dans le gouffre. Elle a dit qu'il y avait peut-être beaucoup de choses qui ne devraient pas être jetées comme des ordures, mais que ce n'était pas une raison suffisante pour que je risque ma vie. J'ai répondu que Recto avait dit la même chose, et Chiwa a dit que était parce que Recto m'aimait aussi. Il m'a fallu une seconde pour traiter l'information que Chiwa venait de dire que Recto m'aimait aussi, et mon cerveau de 2 mégaoctets de RAM a compris que Chiwa voulait dire qu'elle m'aimait. Elle était embarrassée de réaliser que ses paroles pouvaient être interprétées de cette façon. Mais moi j'avais déjà perdu la tête. Je suis tombé à terre, me suis caché le visage, puis j'ai donné la peluche à Chiwa en disant qu'elle ne la voudrait peut-être pas, parce qu'elle venait de la décharge, mais que je pensais que la peluche serait plus heureuse avec elle. À ma grande joie, Chiwa a accepté le jouet, disant qu'elle le chérirait, et j'ai été plus heureux que jamais. Je dansais sur le chemin du retour, pensant que je devais le montrer tout de suite à Recto. En chemin, j'ai croisé quelques gardes, qui ne m'ont même pas prêté attention, mais était curieux de savoir pourquoi il se trouvait dans le bidonville. Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à raconter à Recto ce qui était passé dès que j'ai ouvert la porte, mais je suis resté figé en voyant Recto étendu sur le sol, avec un homme au masque étrange sur lui. L'homme masqué s'est retourné pour me regarder avant d'enfoncer le couteau plus profondément dans le corps de Recto. En voyant cette scène, j'ai perdu mon sang-froid et je me suis jeté sur l'homme masqué. Mais j'ai été frappé si fort que je n'ai même pas réalisé quand était tombé. Quand j'ai repris connaissance, le tueur masqué avait fini son travail. Il a ramassé un livre par terre et est sorti, me jetant un coup d'œil. J'ai essayé de le suivre, mais j'ai alors entendu la voix de Recto. Recto était en quelque sorte encore en vie, et avec son dernier souffle, il m'a dit de fuir. Je me suis immédiatement précipité à ses côtés, promettant que j'irais chercher de l'aide. Mais Recto m'a juste dit de courir et de transformer ce monde pourri en un endroit meilleur. Après avoir dit cela, le corps de Recto s'est relâché et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, les soldats sont arrivés et m'ont électrocuté, croyant que était le meurtrier. Ils m'ont plaqué au sol et ont dit que était arrêté pour meurtre, et je leur ai dit que ce n'était pas moi. Les gardes m'ont dit que ce que je disais n'avait plus d'importance, car ils m'avaient pris sur le fait. J'ai constamment essayé de leur dire que le vrai tueur venait de quitter la maison et qu'ils pouvaient encore l'attraper, mais les gardes ne voulaient même pas écouter, alors ils m'ont simplement assommé à la manière traditionnelle en me frappant la tête. Peu de temps après, j'ai été conduit à l'échafaud pour être exécuté pour mes crimes. Tous les habitants des bidonvilles étaient là pour me voir être jeté dans le gouffre. Et il y avait même quelques personnalités importantes de la ville principale. Le juge m'a dit que le meurtre était l'un des plus grands crimes qu'une personne puisse commettre. Et même si je n'avais tué qu'un habitant des bidonvilles, la peine ne serait pas allégée. Il a déclaré que je serais exécuté en étant jeté dans le gouffre. Et tout le monde a commencé à acclamer en entendant cela. Je ne pouvais toujours pas croire que cela m'arrivait, et je souhaitais juste que quelqu'un croie que je n'étais pas le meurtrier. Mes yeux ont balayé la foule et se sont arrêtés sur Chiwa. Je lui ai crié que je n'avais pas tué Recto. Je lui ai demandé de trouver le coupable, mais elle a seulement dit qu'elle m'avait cru, mais que je ne le méritais pas. Elle a dit que finalement, était aussi le fils d'un meurtrier, et a laissé tomber le jouet en me tournant le dos. Sa trahison me blessait plus que toute autre chose, et je m'enrageais contre ceux qui me traitaient de rebut de l'humanité, digne d'eux, être jetés dans l'abîme. Je disais que était eux le rebut ici, car ils étaient que des blocs de chair sans cerveau ni volonté. Je jurais que je les enverrais tous en enfer, puis soudain je réalisais que le nom de l'assassin était aussi dans la foule. Cependant, je n'eus pas l'occasion de le dire à quiconque, car j'avais déjà été précipité du bord de l'abîme. J'ai eu l'impression de tomber éternellement, et à un moment donné, j'ai perdu connaissance. Heureusement, tous les déchets au fond de l'abîme ont amorti ma chute, et quand je me suis réveillé, été complètement indemne. Je me suis demandé ce qui se passait, et comment était encore en vie quand l'odeur nauséabonde de cet endroit m'a soudainement frappé au nez. Même un ramasseur de déchets devrait se boucher le nez pour arrêter l'odeur. Et puis je me suis retrouvé face à une vaste mer de déchets, et de choses que je ne reconnaissais pas. Je me suis demandé ce qu'était cet endroit infernal, puis soudain une ombre immense m'a enveloppé. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait, et je n'en croyais pas mes yeux en voyant un monstre géant fait de déchets me montrer ses crocs. Mon esprit est resté vide un instant en voyant le monstre, et je me suis souvenu que j'avais toujours trouvé étrange que tout le monde soit obsédé par le fait de jeter les déchets et les rebuts humains au fond de l'abîme. Mais personne n'était jamais soucié de ce qui leur arrivait réellement en bas. Ils ne pensaient même pas aux autres choses qui pouvaient se trouver au fond, et cela me préoccupait plus que toute autre chose. Cependant,
Je suis rapidement sorti de mes pensées et j'ai commencé à courir éperdument alors que le monstre géant commençait à s'approcher. Les choses ont soudainement empiré. Le monstre a poussé un rugissement fort et en conséquence, d'autres monstres ont rampé hors de la pile de déchets. Ils ont commencé à me poursuivre et je courais aussi vite que possible, mais tout était inutile car je me suis rapidement retrouvé acculé. Je me suis demandé ce que étaient ces monstres et s'ils étaient vraiment des tas de déchets capables de bouger seuls. Les monstres m'ont soudainement assailli et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à éviter leurs attaques. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai trébuché et suis tombé directement sur un crâne humain, ce qui m'a fait réaliser quel serait mon destin. J'ai maudit les salauds qui m'avaient jeté dans cet enfer. Et c'est à ce moment-là que la pile de déchets sur laquelle je me tenais s'est effondrée. Je me suis rapidement retrouvé au pied d'une falaise, me gardant à distance des monstres. Mais il y avait autre chose qui me tuait. J'ai réalisé que l'air dans cet endroit était en fait toxique, et que si je respirais trop longtemps, mes poumons seraient déchirés. J'ai utilisé mes gants pour couvrir ma bouche et mon nez, espérant trouver un endroit pour me cacher et récupérer. Mais j'ai alors soudainement réalisé qu'un endroit sûr pourrait ne pas exister dans cet enfer. J'ai commencé à perdre espoir, et j'ai soudainement vomi du sang, ce son attirant à nouveau les monstres vers moi. Je suis tombé au sol, incapable de bouger, et J était sur le point d'accepter mon destin quand l'image du corps mourant de Recto m'est soudainement revenue en mémoire. Une étrange force a soudainement surgi dans ma main, mais je ne l'ai pas remarqué. Cependant, j'ai senti ma vision changer, et j'ai commencé à voir des lumières émanant des tas de déchets et du tuyau en fer devant moi. J'ai rampé vers lui, déterminé à survivre, car j'avais une raison de vivre. J'ai saisi le tuyau de fer et je me suis levé, déclarant que je retournerais à la surface et que je vengerais ceux qui m'avaient poussé ici ainsi que le salaud qui avait tué mon père. La rage a commencé à monter en moi, et les monstres en ont profité pour s'approcher de moi. Cependant, quand l'un d'eux m'a attaqué, je l'ai simplement repoussé avec le tuyau de fer sans même le regarder. Suite à cette attaque, un monstre s'est envolé et a percuté le parapluie d'un autre habitant de l'abîme, qui fut surpris que quelqu'un puisse combattre les monstres qui étaient venus ici. Pendant ce temps, J était devenu fou en combattant les monstres. Je ne me souciais pas de l'air toxique ou du sang qui coulait de mon nez pendant que je sautais partout. Et même être projeté contre de grosses roches à grande vitesse ne semblait pas me causer beaucoup de dégâts. Un monstre a écrasé le rocher dans lequel J.K. était coincé, m'ensevelissant sous les décombres. Mais je m'en suis sorti et j'ai traîné une perche avec moi. Je l'ai balancé de toutes mes forces, causant de gros dégâts au monstre, mais soudain un autre monstre est apparu juste en dessous de moi. J'ai réussi à sauter de sa gueule, mais les conséquences de la respiration de l'air toxique m'ont finalement rattrapé. J'ai recommencé à vomir du sang, et les monstres en ont profité pour se rapprocher de moi. Heureusement, ma force mystérieuse a de nouveau surgi, me donnant la force et la folie de tenir bon, même lorsque deux monstres m'ont attaqué en même temps. J'ai évité la collision indemne, et j'ai utilisé une plaque métallique pour trancher le crâne du premier monstre. Puis, j'ai attaqué le deuxième monstre, le coupant en deux, et le faisant exploser. Ensuite, j'ai fait une courte pause, mais un autre monstre géant a commencé à s'approcher de moi. À sa vue, j'ai décidé de m'enfuir et de récupérer mes forces. Mais le monstre a tapé du pied de toutes ses forces, créant une onde de choc qui m'a emporté. Cependant, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai été choqué de voir un homme masqué bizarre se tenir au-dessus de moi. Je me suis demandé qui était cet homme et d'où il venait. Mais l'homme m'a soudainement soulevé et m'a lancé en avant. J'ai craché un peu de sang et J était sur le point de me battre quand l'homme m'a soudainement mis un masque à gaz sur le visage, me permettant de respirer à nouveau. J était maintenant vraiment confus et j'ai demandé à l'homme s'il était un habitant d'ici. Je voulais en savoir plus sur cet endroit et sur les monstres ici, mais l'homme masqué m'a seulement demandé de me taire. Apparemment, une personne avec un QI à un chiffre ne pouvait pas comprendre les ordres et je n'arrêtais pas de lui poser des questions à voix haute sur cet endroit. L'homme masqué m'a de nouveau murmuré de me taire, mais je lui ai dit de parler plus fort. J'ai demandé si nous étions sous terre et l'homme masqué a finalement pété les plombs. Il a oublié son propre conseil et m'a crié au visage, disant que nous N étions pas sous terre, mais à la surface, et que C était la faute de ceux qui vivaient en haut d'avoir transformé cet endroit en un gouffre infernal. Ensuite, il m'a dit que les monstres géants faits de déchets étaient attirés par le bruit, et grâce à mon incapacité à me taire, il l'avait remarqué. L'homme masqué a dit que les monstres de déchets ne pouvaient pas être vaincus avec des armes normales. Par conséquent, leur meilleure option était de S, éloigner en silence, mais ce N était plus possible. Un monstre était arrivé derrière eux à ce moment-là, et l'homme masqué a décidé de s'en occuper, avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Une énergie dorée est soudainement apparue de son bras, et a enveloppé son parapluie, le transformant en une arme. Le monstre les a attaqués, mais l'homme masqué a simplement fait pivoter le parapluie sur son visage, l'utilisant comme une meule portative pour écraser le monstre. Les fragments du monstre se sont répandus partout, et ils se sont soudainement transformés en poussière. J'ai été surpris par cette étrange augmentation de puissance. Mais J était maintenant plus curieux du fait que les monstres ne se soient pas régénérés après avoir été frappés par cette attaque. Juste à ce moment-là, une horde de monstres géants est arrivée. Mais l'homme masqué était confiant de pouvoir tous les gérer. Il s'est précipité vers les monstres, les repoussant rapidement avec son parapluie à lame, puis a sauté,
utilisant le parapluie comme un parachute. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une sorte de technologie que les habitants de l'abîme utilisaient, ou si était exclusif à l'homme masqué. Pendant ce temps, l'homme masqué a glissé devant le dernier monstre géant restant, qui a soudainement craché une boule d'acide vers lui. Il a bloqué et dispersé l'acide avec son parapluie, et l'acide a explosé violemment en frappant les débris. L'homme masqué a ensuite utilisé la tête du monstre comme point d'appui pour sauter plus haut, puis il a injecté plus d'énergie dans son parapluie, augmentant sa taille et sa puissance destructrice. Il a plongé sur la tête du monstre avec le parapluie, le tranchant ainsi que le sol. Une fois cela fait, l'homme masqué est revenu vers moi, et je lui ai demandé « Qui es-tu » L'homme a retiré son masque et s'est présenté comme Engine, un simple nettoyeur. Mais peu de temps après, l'air toxique lui a fait regretter sa décision. Engine m'a maudit de l'avoir fait retirer son masque. Et puis soudain, je me suis effondré. Dans mon inconscience, j'ai rêvé d'un incident de mon enfance. J était rentré à la maison après avoir été intimidé par d'autres garçons qui m'avaient poussé dans les égouts parce que je leur avais dit que les objets avaient une vie et qu'ils ne me croyaient pas. Recto m'a demandé si je les avais combattus et j'ai répondu non. J'ai demandé à Recto s'il avait dit la vérité en disant que lorsqu'un objet était traité avec soin, une âme finirait par y habiter. Pendant que Recto me nettoyait, il a dit que cette histoire N était qu'une vieille légende pour faire en sorte que les gens apprécient ce qu'ils avaient. Mais personnellement, il aimait croire que tout avait une âme. J était encore plus curieux, et j'ai demandé si les choses autour de notre maison avaient une âme, y compris mes gants. Recto a seulement répondu que si je les traitais avec soin, un jour ils auraient une âme. Je me suis soudainement réveillé de ce rêve et je me suis retrouvé enchaîné et tiré par Engine. Je l'ai maudit, lui disant de me laisser partir, mais Engine a dit qu'il ne faisait que me conduire en sécurité. Je ne m'en souciais plus car je voulais retourner me venger. Mais ces mots ont arrêté Engine. Il m'a dit qu'il était impossible de remonter là où ils appelaient le firmament, qui était essentiellement dans le ciel, et qui était constamment en mouvement. Ensuite, il a continué à me tirer, disant qu'il était impossible de revenir maintenant et que je devrais me calmer et accepter mes nouvelles circonstances. Cependant, j'ai refusé d'abandonner, affirmant que je retournerais à la sphère céleste à tout prix. Je crois qu'Engine en connaît le chemin, mais qu'il me le cache. Et je lui ai hurlé de me dire tout ce qu'il savait, sinon je continuerais à crier jusqu'à ce que d'autres monstres arrivent. Engine est devenu fou de rage à cause de cela, et il m'a dit qu'il me montrerait exactement à quoi ressemblait cet endroit. Il a commencé à me traîner plus négligemment et m'a finalement conduit à une clairière dans un canyon, 100 fois plus propre que les environs. Engine m'a déposé là, me disant de m'amuser. Alors qu'il partait rapidement, je l'ai maudit, lui disant de me délier au moins, mais Engine est parti, sans dire un mot. Soudain, un groupe d'hommes masqués est sorti d'un camion et a commencé à avancer vers moi. Je me suis demandé s'ils étaient des habitants de cet endroit, et tout le monde était également extrêmement curieux à mon sujet. D'après mes vêtements, ils se sont demandé si je venais de la sphère céleste, et ils m'ont approché de manière effrayante avec leurs questions. Je leur ai dit avec anxiété que était tombé de la sphère céleste, et les hommes ont soudainement jeté leurs masques. Ils semblaient très excités de voir une personne de la sphère céleste vivante, car auparavant, ils n'avaient trouvé que des cadavres. Ils sont devenus trop curieux et ont commencé à examiner mon visage, et j'ai immédiatement reculé. Les hommes ont dit qu'ils n'avaient aucune mauvaise intention et ont commencé à me délier, ce qui m'a fait penser qu'ils étaient bien meilleurs qu'Engine. Cependant, tout cela était qu'un piège, et peu de temps après, je me suis retrouvé fermement enchaîné à l'intérieur d'un camion. Je me suis demandé ce qui se passait, mais les hommes à l'extérieur parlaient de leur chance d'avoir attrapé une personne vivante de la sphère céleste, car ils se vendraient certainement très cher. Ils ont parlé de la façon dont les gens payaient des prix fous pour les parties du corps et les vêtements des morts de la sphère céleste, et que trouver un tel être rare les rendrait fous. Ensuite, le chef de la bande m'a dit que la raison pour laquelle les gens étaient prêts à payer une telle somme pour les habitants de la sphère céleste était qu'ils les détestaient. Il a maudit les habitants de la sphère céleste qui avaient déversé tous leurs déchets sur la planète jusqu'à ce qu'elle soit en ruine, polluant l'air et créant des monstres. Ceux qui sont morts à cause des monstres, ou qui ont perdu leur maison à cause de l'air et de la terre toxique, nourrissaient une haine profonde envers les habitants de la sphère céleste. Et une fois qu'ils ont trouvé un vivant, ils le torturaient sauvagement. Le chef a ensuite décidé de me donner quelque chose à manger pour me souhaiter la bienvenue sur Terre. Et cette nourriture était de la viande pourrie et d'autres choses avariées. Il n'arrêtait pas de se moquer de moi, disant que les gens de la sphère céleste comme moi ne touchaient même pas les ordures, donc je ne pourrais jamais digérer une telle nourriture. Cependant, alors qu'il essayait de me fourrer un morceau de viande dans la gorge, l'homme a commis la plus grande erreur de sa vie. J'ai soudainement mordu son doigt, déchiré le morceau de viande et l'ai mâché avec acharnement, ainsi que les autres choses pourries que j'avais mangées auparavant. Après cela, j'ai commencé à manger la nourriture avariée, disant que ce N n'était pas des ordures car C était encore parfaitement comestible. Ces gars ont eu tellement peur qu'ils ont failli se faire dessus, n'ayant jamais vu une telle bête. Mais ce N était que le début. J était en colère contre tout le monde pour avoir tout étiqueté comme des ordures et inutiles. Et je ne resterai plus les bras croisés. Ma puissance a de nouveau explosé, et j'ai brisé mes chaînes. J'ai sauté et libéré mon énergie sur le sol, soulevant les objets environnants. Engine observait tout de loin, et il était en fait satisfait de me voir me transformer en un donateur. Quelqu'un qui pouvait insuffler la vie aux objets et exploiter leur pouvoir.
tout comme lui. Pendant ce temps, sur le sol, je repensais aux mots de Recto, disant que traiter les objets avec soin les rendrait vivants, et qu'il traiterait également leur humain avec soin. J'ai jeté mon masque et j'ai saisi la chaîne qui m'avait attaché, lui insufflant la vie et la transformant en une arme. Les hommes se sont précipités vers moi, mais j'ai simplement frappé le sol avec la chaîne, les forçant à reculer. Leur chef a dit à ces hommes de viser la chaîne, car un donateur serait inutile sans son objet, et ces hommes m'ont rapidement désarmé. Cependant, à leur extrême stupeur et à la grande joie d'Engine, j'ai ramassé un pneu et l'ai transformé en arme, ce qui était trop rare même pour les donateurs puissants. J'ai rapidement maîtrisé les hommes et me suis ensuite approché de leur chef, qui n'arrêtait pas de m'insulter tout en étant terrifié au point de mouiller son pantalon. Mais juste au moment où j'allais l'attaquer, Engine est arrivé et m'a arrêté. Je suis soudainement sorti de ma frénésie, et ma puissance a diminué. Le pneu que j'utilisais s'est soudainement transformé en poussière, et j'ai eu le nez qui saignait, en essayant de comprendre exactement ce que je venais de faire. Engine a dit qu'utiliser ma puissance de manière aussi téméraire fatiguerait certainement mon corps. Puis il s'est excusé de m'avoir mis à haut, épreuve de cette façon, mais il voulait être sûr de ma puissance. Il a promis de me raconter tout sur ce monde et ma puissance. Mais en retour, il voulait que je rejoigne le groupe des nettoyeurs, car ils avaient besoin de gens comme moi pour combattre les monstres. Cependant, Sri était un peu trop à assimiler pour moi, et j'ai dit que je ne voulais pas les rejoindre. Il s'est avéré qu'Engine ne savait pas ce que signifiait le mot non, et il m'a emmené dans une clinique pour être traité tout en appelant son ami pour lui dire qu'il avait trouvé un génie et l'avait recruté dans le groupe des nettoyeurs. J'ai été choqué d'entendre cela car je n'avais jamais accepté de le rejoindre. J'ai dit que je devais retourner immédiatement à la sphère céleste, mais le docteur bizarre aux yeux plus grands que les trous d'une table de billard m'a dit d'arrêter de parler. Il m'a hurlé dessus pour être sorti dans les terres désolé car l'air y était vraiment toxique. Il m'a traité de sandwich stupide pour M, être fait kidnapper, et m'a dit de remercier Engine qui m'avait sauvé de 2 destins horribles en une seule journée. J'ai maudit Engine en silence, puis le docteur, qui s'est avéré être une vieille femme, et qui a été offensée lorsque je l'ai appelé un vieil homme. Une fois qu'elle eut terminé le traitement, elle nous a mis dehors, Engine et moi. Dehors, j'ai remercié Engine d'avoir payé mon traitement, et lui ai dit que j'avais juste besoin d'informations sur la façon de revenir. J'ai dit que je n'avais pas le temps de devenir un nettoyeur ou quoi que ce soit d'autre qu'il se faisait appeler. Mais Engine a répondu qu'il espérait que le fait d'être kidnappé m'apprendrait comment les gens de la sphère céleste étaient traités ici-bas. Il m'a dit que si quelqu'un découvrait que je venais de la sphère céleste, je regretterais d'être né. Et de plus, je ne pouvais trouver aucune information gratuite ici. Engine m'a ensuite conduit dans une ville délabrée. Mais était bien mieux que le monde sale à l'extérieur. Il m'a même offert un hamburger. Et je l'ai dévoré sans aucune retenue car j'avais vomi toute la viande pourrie que j'avais mangée tout à l'heure. J'avais l'habitude de penser que le fond n'aurait rien d'autre que des ordures. Mais ici, il y a des villes avec des gens qui y vivent. J'ai remarqué une fille qui entrait dans un magasin et j'ai commencé à la fixer. Mais Engine a alors décidé de me donner une leçon sur le sol. Il a dit que les ordures n'étaient pas la seule chose qui s'accumulait ici, car les émotions s'accumulaient aussi sous forme d'énergie. Les monstres de déchets sont l'une des façons dont cela se manifeste, et bien qu'ils soient principalement dans les décharges, ils attaquent parfois aussi les villes. Il a dit que les armes normales ne pouvaient pas blesser les monstres de déchets à cause de leur noyau. Les gants de Rudo, le pouvaient. J'ai été surpris d'entendre cela, et Engine m'a dit que lorsqu'un objet est traité avec soin pendant une longue période, une énergie s'accumule également à l'intérieur. Et ils appellent ces objets des objets de vie. Les objets de vie peuvent détruire le noyau des monstres de déchets. Mais tout le monde ne peut pas exploiter la puissance qu'ils contiennent. Engine a dit que les gens comme nous, ceux qui pouvaient exploiter cette puissance, étaient appelés des donateurs. Et leur organisation, les nettoyeurs, était pleine de donateurs spécialisés dans la destruction des monstres de déchets. J'ai demandé à Engine s'il promettait de me dire comment retourner à la sphère céleste si je rejoignais le groupe des nettoyeurs, et il a répondu qu'il n'avait aucune idée de la façon de faire. J était furieux contre lui pour m'avoir trompé, et Engine m'a rappelé qu'il n'avait jamais dit qu'il savait comment me ramener. Cependant, il a affirmé que son chef était très sage, et qu'il pourrait m'aider dans mon voyage de retour. J était en colère parce que je devais maintenant rencontrer le chef d'Engine avant de prendre une décision. Mais Engine m'a alors interrogé sur les gants. Je lui ai dit que mon père me les avait donnés et qu'ils étaient la seule chose qui me restait de lui. Maintenant, Engine a compris pourquoi je tenais tant à ces vieux gants. Et il m'a dit de les traiter avec soin, car ils contenaient une âme puissante. J était ému parce que les autres S étaient toujours moqués de moi à cause de mes gants. Mais Engine a ensuite reçu un message et a décidé d'aller voir un collègue. Je me suis soudainement levé et les remercié pour tout. Et en retour, Engine m'a jeté une bourse d'argent, me disant de faire attention à la façon dont je la dépenserais. Je n'arrivais pas à croire qu'il me donnait de l'argent, après tout ce qu'il m'avait fait. Mais Engine a dit que ce était pas grave, car il avait obtenu l'argent en vendant mes vêtements. C'est comme ça qu'il avait pu me faire soigner et me nourrir. Donc je n'avais même pas besoin de le remercier pour ça. En entendant cela, J était furieux. Mais Engine m'a dit que de toute façon, je ne pouvais pas me promener en ville avec mes vêtements de la sphère céleste. Il a dit qu'il allait voir son entraîneur maintenant, et m'a dit d'attendre patiemment ici. J était vraiment en colère contre lui, mais j'ai alors remarqué un chat qui prenait mon argent et s'enfuyait. J'ai immédiatement poursuivi,
mais je n'ai pas pu rattraper le chat. Heureusement, j'ai repéré un bâton en forme de faucille sur le chemin et l'ai immédiatement saisi, l'utilisant pour bloquer le chat. Dès que j'ai réussi à épingler le chat, le propriétaire du bâton est arrivé, et il était furieux contre Rudo pour avoir essayé de voler son précieux bâton. Je lui ai demandé ce que ce stupide morceau de bois avait de si précieux, et l'homme est devenu encore plus furieux. Il a rapidement récupéré son bâton et m'a ensuite repoussé, disant que je paierais pour mes péchés. Auparavant, l'homme avait commencé à faire des gestes étranges avec son bâton, et J était complètement confus. À ce moment-là, j'ai vu le logo du groupe des nettoyeurs sur le parapluie d'Engine. Et j'ai réalisé que le gars devant moi était aussi un nettoyeur. Le gars a activé le pouvoir du bâton et l'a transformé en arme, m'attaquant avec. Cependant, il a délibérément raté son coup, car Engine lui avait parlé de moi. Ensuite, il s'est présenté comme Zanka, celui qui serait chargé de me former à la demande d'Engine. Il a dit qu'il n'aurait jamais pensé avoir à enseigner à un gamin qu'il ne fallait pas voler les autres. Et je lui ai dit que j'avais juste emprunté le bâton pour récupérer mon argent. Zanka a dit que mon père n'avait sûrement pas dû bien même élevé. Et J était vraiment en colère car je ne pouvais pas supporter que quelqu'un insulte Recto. Cependant, en pensant à Recto, je me suis souvenu qu'il m'avait dit un jour que, si je voulais que quelqu'un écoute, je devais reculer d'un pas dans une dispute et essayer de comprendre les sentiments de l'autre personne. Selon ces mots, j'ai pensé que Zanka avait le droit d'être en colère, parce que j'avais soudainement pris son trésor. J'ai senti que je serais aussi en colère si quelqu'un me prenait mes gants, même involontairement, et j'ai réalisé que était ma faute. J'ai présenté mes excuses à Zanka pour cela, et l'homme s'est calmé tout aussi vite. Il m'a dit que tout allait bien, parce que j'avais rendu le bâton et qu'il aurait dû essayer de réagir plus calmement. Eh bien, était complètement déconcerté par ce changement soudain de personnalité, et aussi parce que était la première fois que je réussissais à désamorcer une situation stressante juste en parlant. Je n'arrêtais pas de penser que Recto avait eu raison sur plus de choses que je ne le pensais. Et puis, Zanka m'a aidé à me relever. Il m'a interrogé sur mon objet de vie et ce que je pouvais en faire. Je lui ai dit que mon objet de vie était peut-être mes gants, mais que je ne connaissais pas encore leur capacité. Zanka a examiné mes gants et a fait remarquer qu'ils étaient vraiment cool. Mais Jik était toujours étonné de voir à quel point il avait l'air différent maintenant. J'ai soudain réalisé que était parce qu'il souriait. Et Recto m'a toujours dit de sourire si je voulais me faire des amis. Malheureusement, je n'avais jamais souri auparavant, et j'aurais besoin d'un coach sportif pour m'apprendre à utiliser correctement mes muscles faciaux. Plus malheureusement encore, je ne le savais pas et j'ai fait de mon mieux pour imiter un sourire humain, mais j'ai fini par créer l'expression la plus horrible que Zanka ait jamais vue sur un visage humain. Il s'est à nouveau fâché contre moi, me demandant quelle tête je faisais. Il m'a demandé si je me moquais de lui avec cette grimace. Et je lui ai demandé pourquoi il était en colère cette fois-ci, car était le plus beau sourire que je pouvais faire. Zanka a dit que même un aveugle pourrait dire que ce n'était pas un sourire. Alors j'ai décidé de fermer les yeux et de pincer les lèvres pour avoir l'air plus naturel. Cette fois j'avais l'air moins effrayant, mais ce n'était pas suffisant pour empêcher Zanka de énerver. Il pensait que J était trop arrogant parce qu'Engine m'avait appelé un génie et que je me moquais maintenant de lui. Il a dit que je ne pourrais jamais atteindre mes objectifs si je continuais à être aussi impétueux. Mais était une limite qu'il n'aurait pas dû franchir. J'ai pensé à mon objectif de retourner dans la sphère céleste et de la changer selon le dernier souhait de Recto. Et j'ai dit à Zanka que était tout à fait sérieux à leur sujet. Je lui ai dit d'arrêter de m'insulter et Zanka a de nouveau sorti son arme, disant qu'il ne s'entendrait pas. J était d'accord avec lui et j'ai sorti une barre de fer d'une poubelle voisine, éveillant son pouvoir. Zanka était choqué de me voir utiliser un objet aléatoire comme objet de vie, et il a réalisé pourquoi Engine m'avait appelé un génie. Cependant, il était toujours confiant que si je n'avais que du talent inné, je ne pourrais pas battre un homme ordinaire comme lui, qui avait travaillé dur pour atteindre ce niveau. Je n'ai même pas réalisé que la moquerie était une diversion avant que le bâton de Zanka ne tombe juste devant moi, à quelques centimètres. J'ai été forcé d'esquiver et de m'enfuir alors que Zanka attaquait et me mettait rapidement à terre. Zanka était satisfait de sa victoire, mais il a ensuite remarqué quelque chose sur son visage. Il l'a essuyé et, par curiosité, l'a senti pour découvrir que était des excréments. Il a paniqué en réalisant que la barre de métal que j'avais ramassée faisait partie d'une ventouse de toilette. Il a essayé d'expliquer ce que était une ventouse de toilette, mais je n'étais pas d'humeur à écouter quoi que ce soit, et j'ai commencé à agiter la ventouse qui était encore pleine du dîner de quelqu'un. Zanka a paniqué et a fait de son mieux pour esquiver les choses qui volaient partout, et il a finalement fui loin de moi. Je n'ai pas compris pourquoi il était si effrayé maintenant, mais de toute façon, cela même était utile, alors je l'ai poursuivi, terrorisant Zanka avec la ventouse. Après avoir couru à travers diverses ruelles, comme dans le dessin animé Tom et Jerry, Zanka s'est retrouvé dans la rue principale avec moi juste derrière. Soudain, un chat a fait trébucher Zanka et il a perdu l'équilibre, me donnant l'occasion de réduire l'écart. J'ai sauté en l'air, brandissant la ventouse de toilette de toutes mes forces sur le terrifié Zanka. Il a été aspergé d'une série d'excréments et s'est évanoui. Et peu de temps après, Engine est arrivé pour les vérifier. Il m'a demandé si j'avais rencontré mon nouveau professeur, et j'ai juste pointé du doigt Zanka, qui était allongé sur un tas d'ordures et se convulsait de façon incontrôlable.
Anjin l'a aidé à se nettoyer et l'a emmené, mais il ne pouvait pas s'empêcher de rire du fait que Zanka avait été mis hors de combat par des excréments. J'ai aussi été traumatisé d'apprendre la vérité sur l'arme que j'avais agitée dans la rue, et puis Anjin m'a dit que Zanka était un enfant gâté et qu'il n'aurait jamais soupçonné que quelqu'un le traiterait ainsi. Je ne pouvais que fixer le terrifié Zanka quand j'ai remarqué une paire de bottes sur la banquette arrière de la voiture. Anjin m'a ensuite dit que leur première rencontre n'avait peut-être pas été la meilleure, mais que Zanka serait désormais mon professeur. Il a fait, éloge de Zanka en disant qu'il était l'entraîneur le plus talentueux lorsqu'il s'agissait d'utiliser des objets de vie. Apparemment, Zanka prenait les paroles d'Anjin très au sérieux et il a commencé à rire de façon sarcastique en entendant cela. À ce moment-là, Anjin a appelé la femme nommée Ryo à l'arrière de la voiture, lui demandant depuis quand elle était là. Elle s'est réveillée de sa sieste de beauté et a répondu qu'elle était curieuse à propos du nouveau gars. Je ne pouvais que la fixer parce qu'elle était plutôt jolie. Et puis Ryo a soudainement commencé à jouer avec mes cheveux parce qu'ils étaient assez uniques, me faisant me demander si J était accidentellement arrivé au paradis. Pendant que J était perdu dans mes pensées, Anjin a conduit hors de la ville, les menant au quartier général des nettoyeurs situé au milieu de la nature. Anjin a traversé plusieurs villes détruites et est arrivé à un tunnel fortifié qui traversait un immense mur de pierre. Quand ils sont sortis de l'autre côté, tout le monde est descendu de la voiture, et Anjin m'a souhaité la bienvenue au quartier général des nettoyeurs. J était encore sous le choc du fait que Ryo avait joué avec mes cheveux, et alors que je commençais à marcher vers le bâtiment, quelques mouches ont commencé à voler autour de moi. À l'intérieur du bâtiment, une réceptionniste à la pommette lisait calmement un magazine Playboy, et Anjin me l'a présenté comme Semiu. Il a dit que Semiu passerait en revue tous ceux qui se joignaient à eux. Mais juste au moment où il était sur le point de révéler ses capacités, elle m'a planté son stylo, tuant les deux mouches d'un seul coup. J était stupéfait par cela, et Semiu m'a ensuite souhaité la bienvenue, disant qu'Anjin lui avait tout raconté sur moi, mais qu'elle devait me passer en revue personnellement pour évaluer mon potentiel. Alors qu'elle commençait à se concentrer sur ses lunettes, Anjin a expliqué qu'il s'agissait de son objet de vie, ce qui aidait à améliorer sa vue. Et si elle se concentrait, elle pouvait voir de quoi une personne était faite. C était une nouvelle information pour moi, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y penser. Quand Semiu a activé le pouvoir de ses lunettes et a examiné mon potentiel, elle a été choquée par ce qu'elle a vu et a rapidement désactivé ses capacités. Quand Anjin lui a demandé ce qu'elle avait vu, elle lui a dit que j'avais déjà une bonne constitution physique, donc je n'avais pas besoin d'entraînement à cet égard. Et que j'avais aussi une bonne relation avec mon objet de vie, même si j'avais besoin d'un peu d'entraînement pour l'utiliser correctement. Anjin sentait qu'il y avait plus, et Semiu a dit que j'avais des excréments à l'arrière de mon cou. Il a commencé à rire en entendant cela, et a ensuite décidé de m'emmener voir le patron. Mais il a jeté un coup d'œil à Semiu en partant, car il savait qu'elle cachait quelque chose. En chemin, Anjin m'a dit qu'il y avait environ 100 nettoyeurs au total, y compris des guerriers, des gardes et du soutien. Cependant, ils étaient toujours dispersés partout à cause de leur mission, donc la plupart d'entre eux n'étaient pas au quartier général. Il m'a dit que je devrais rencontrer quelques-uns d'entre eux, et que cela ne prendrait pas longtemps. Mais dès qu'il a ouvert la porte du salon, il a vu un groupe de nettoyeurs là-bas, et a immédiatement refermé la porte, car il pourrait toujours se présenter plus tard. Ils sont rapidement arrivés au bureau du patron. Mais avant d'entrer, Anjin m'a dit de ne pas commencer la conversation en demandant comment retourner dans la sphère céleste. Il m'a dit que je devrais offrir quelque chose en échange de cette information, et que je devrais commencer par promettre de travailler comme nettoyeur. Il m'a aussi dit de ne pas demander l'objet de vie du patron, car personne ne savait ce que était ni son pouvoir. Maintenant, J était curieux à propos du patron, mais j'ai trouvé la pièce vide. À ce moment-là, Semiu est arrivé et leur a dit que le patron était en mission et ne reviendrait pas avant quelques jours. J était confus à ce sujet, mais Anjin savait que était normal et il m'a dit que je devrais attendre quelques jours pour rencontrer le patron. J était en colère à ce sujet et j'ai demandé ce que je devais faire en attendant quand Ryo est soudainement apparu et m'a dit de venir la voir travailler. Elle a dit que je ne pouvais pas devenir un nettoyeur tant que je n'étais pas approuvé par le patron. Donc, la meilleure chose que je pouvais faire était de l'accompagner en tant que stagiaire. Et cela lui était également utile, car elle voulait en savoir plus sur moi. Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner car je n'avais jamais reçu une telle attention féminine de ma vie. Alors je l'ai suivi en silence. Ils sont arrivés à la salle de stratégie où Semiu a expliqué qu'une petite ville près de la zone contaminée avait demandé de l'aide, car de petits monstres poubelles y avaient été trouvés. J était curieux des zones contaminées et Semiu savait qu'Anjin ne m'avait même pas correctement expliqué les bases. Elle m'a dit que la Terre était divisée en zones sûres qui soutenaient la vie humaine, et en zones contaminées remplies de déchets où vivaient les monstres poubelles. La zone où j'avais atterri était un désert, une zone contaminée particulièrement dangereuse, et la plupart des gens mouraient dès qu'ils y mettraient le pied. Ensuite, elle m'a donné un masque, me disant de le porter en permanence lorsque je me rendais dans des zones contaminées, car sans masque, je risquais de mourir des gaz toxiques en moins de 15 minutes. Ensuite, j'ai rejoint Ryo et son équipe pour la mission, et elle m'a dit de rester près d'elle en tout temps, afin que je puisse apprendre le plus possible. Je me sentais toujours mal à l'aise à ce sujet, mais j'ai ensuite commencé à me demander depuis combien de temps j'étais dans les terres désolées et combien de toxines j'avais inhalées. Mon attention s'est ensuite portée sur le tas d'ordures devant eux, et je me suis demandé si les gens de l'orbe savaient qu'il y avait des humains qui vivaient au fond de l'abîme. Cependant,
rien de tout cela n'importait. Car le plus important pour moi était le tas d'ordures lui-même. Pour moi, ce N n'était pas seulement un tas d'ordures, mais un trésor où je pouvais trouver des choses utilisables et les réparer sans me faire réprimander par personne. Ensuite, j'ai rattrapé Rio et lui ai demandé qui étaient les autres personnes qui l'accompagnaient. Elle a répondu qu'ils étaient des soutiens et que, même s'ils n'avaient pas de pouvoirs spéciaux comme les guerriers, ils étaient très utiles lors des missions. L'un des soutiens m'a tendu la main pour me serrer, et alors que je la prenais nerveusement, le soutien l'a serré de toutes ses forces. Rio a ri alors que je me tordais de douleur, me disant que ce type avait une force de préhension incroyable, et qu'il pouvait déchirer la carapace d'un monstre poubelle à main nue. Je ne pensais pas pouvoir supporter ce psychopathe plus longtemps. Quand l'un des soutiens a informé tout le monde que les monstres poubelles arrivaient, j'ai décidé d'observer attentivement pour apprendre le plus possible. Peu de temps après, une horde de petits monstres poubelles ressemblant à des chèvres est sortie de l'effrayante forêt de déchets, et j'ai demandé paniqué à Rio « Comment sommes-nous censés gérer autant d'ennemis ?» Elle m'a dit de me calmer car ce N était que des monstres poubelles faibles et lents, incapables même de franchir la clôture en bois. Ces paroles se sont avérées vraies lorsque les monstres poubelles chèvres ont attaqué la clôture sans causer de dégâts. Mais alors, soudainement, la deuxième vague est arrivée et elle contenait des monstres poubelles plus grands et plus féroces. Ils ont commencé à pousser la clôture et à la briser. Et j'ai demandé paniqué à Rio ce que nous devions faire maintenant. Elle m'a répété que ces monstres N étaient que légèrement plus forts que les précédents, et qu'ils étaient toujours parfaitement adaptés pour entraîner un débutant. Elle a dit qu'il devait juste nettoyer rapidement et ensuite retourner à la base, pour organiser une fête de bienvenue pour moi à la surface. Je ne pouvais pas croire qu'elle était si décontractée alors qu'elle risquait constamment sa vie à combattre des monstres. Et Rio m'a dit que si je voulais survivre à la surface, je devais avoir une vision positive du monde. J'ai soudain réalisé que ça était aussi le cas d'Engine, et j'ai senti que C était ce qui me manquait. J'ai aussi décidé de me calmer à propos de tout, quand soudain un énorme monstre poubelle a traversé la clôture et même Rio a été terrifié à sa vue. Je me suis tourné vers elle pour confirmer que tout allait bien, mais elle m'a dit que ce grand monstre était incroyable car elle n'avait jamais rien vu d'aussi cool. Elle a dit que ce N n'était pas le meilleur matériel pour enseigner à un débutant, mais qu'elle serait ravie de le combattre. Elle a sorti ses ciseaux, qui étaient son objet de vie, et je ne pouvais que la regarder sans voix. Rio a ensuite activé ses ciseaux et les a lancés en l'air, où ils sont devenus énormes et plus tranchants. Elle les a attrapés avec ses pieds et a ensuite foncé sur la foule de monstres, en coupant un tas d'entre eux d'un coup de ciseau. Je ne pouvais même pas comprendre ce qui se passait, et le soutien m'a dit que l'objet de vie de Rio s'appelait le déchireur. Et qu'à la différence des gens normaux, elle l'utilisait avec ses pieds. J'ai réalisé que chacun utilisait son objet de vie à sa manière, lorsque le type qui m'avait serré la main m'a dit être plus conscient de mon environnement. J'ai réalisé trop tard qu'un monstre poubelle de niveau 2 était sur le point de m'attaquer. Mais heureusement, le soutien l'a arrêté à main nue avant de lui écraser la tête et de le jeter à Rio, qu'il a simplement coupé avec ses ciseaux. Elle a demandé au soutien de lui envoyer quelques monstres poubelles supplémentaires, et ils ont obéi, lui lançant ces lourds monstres comme s'ils ne pesaient rien. Alors que je traitais tout cela et que je savais que Son était ainsi que le nettoyeur combattait, Rio avait éliminé la piétaille et il ne restait plus que le monstre boss. Maintenant, les soutiens ont décidé de neutraliser tout petit monstre poubelle qui pourrait gêner son combat et se sont dispersés. Mais j'ai alors remarqué qu'un des monstres neutralisés S était réveillé et avait fait trébucher un soutien. Il a ensuite sauté sur lui et l'homme n'a pas pu s'en libérer à temps. Heureusement, je suis arrivé pour le sauver, disant que j'allais prouver ma valeur ici pour obtenir rapidement les informations que je voulais. Il a transformé le tuyau de fer qu'il tenait en arme et il s'est transformé en une barrière, des épines. J était confus par cela, mais j'ai alors réalisé que j'avais oublié comment utiliser mes pouvoirs car je l'avais fait instinctivement tout ce temps. Je ne savais pas comment gérer cette situation et le monstre poubelle a commencé à me submerger. Heureusement, Rio est arrivé à ce moment-là et a rapidement éliminé le monstre poubelle, me disant que j'avais bien fait de suivre mon instinct pour sauver quelqu'un d'autre. L'autre soutien est également arrivé et l'a remercié avant de lui demander si elle avait déjà vaincu le grand monstre. Rio a dit qu'elle l'avait coupé en deux, mais qu'il tenait toujours debout. Elle ne comprenait pas comment il pouvait avoir survécu à son attaque, alors qu'elle était certaine d'avoir touché son noyau, mais elle a décidé de le découper en plusieurs petits morceaux pour le rendre inutile. Les soutiens ont décidé de noter les informations sur un nouveau type de monstre poubelle, immunisé aux objets de vie, et sont partis pour alerter les villes voisines à son sujet. Rio, d'autre part, a foncé sur elle, énorme monstre, et j'ai été laissé sur place, car personne ne m'avait dit quoi faire. Pendant ce temps, Rio a sauté sur le monstre poubelle et a atterri sur son visage avant de sauter par-dessus sa tête et de couper tous les tuyaux qui en sortaient. Après avoir rendu le monstre chauve, elle a remarqué quelque chose qui brillait sous ses pieds et elle a réalisé que ce devait être le noyau que le monstre essayait de cacher. Cependant, avant qu'elle ne puisse attaquer, le monstre poubelle a commencé à bouger violemment, assez pour la faire tomber. Ensuite, il a remis les tuyaux sur sa tête et a commencé à frapper sa mâchoire au sol avec une grande intensité. Rio s'y est d'une manière ou d'une autre accroché, mais le monstre a soudainement dirigé ses attaques vers moi et les soutient. Je suis resté paralysé en voyant les tuyaux métalliques foncer sur moi. Mais heureusement, je n'ai pas été touché de plein fouet. Le sol sous mes pieds a été détruit par les attaques et, en tombant, j'ai commencé à me demander ce que je faisais.
J'ai pensé que je ne pouvais pas me venger de Recto et des salauds de l'orbe à cette vitesse, et les ténèbres ont commencé à m'engloutir. Cependant, le soutien est venu me sauver de la chute dans la fosse, et aussi du désespoir. Il m'a porté sur son épaule, me disant que si j'avais un objectif, je ne devais pas rester figé, mais foncer vers lui tant que je le pouvais. Il m'a dit d'apprendre des soutiens qui n'avaient pas de pouvoir, mais qui continuaient quand même leur travail. C'est alors que j'ai remarqué Rio qui coupait le monstre à nouveau, et d'après son cri, elle a réalisé qu'elle avait trouvé son point faible. Elle a sauté haut et a ensuite plongé sur sa tête à une vitesse terrifiante, le transperçant avec ses ciseaux et déchirant son noyau. Quand elle a atterri et détruit le noyau, le monstre s'est soudainement transformé en cendre. Le soutien a immédiatement couru pour lui demander comment elle avait vaincu le monstre poubelle. Et elle a dit qu'elle avait poignardé autre chose que son noyau et qu'il était mort. Elle tenait un cutter à la main et a dit que C était ce qui alimentait le monstre poubelle. Et le soutien n'en revenait pas, car il a réalisé que le cutter était en fait un objet de vie. Et C était complètement illogique qu'un monstre poubelle en ait un. D'autre part, le chef du gang de bandits qui prévoyait de me vendre s'est soudainement réveillé dans une pièce faiblement éclairée. Il s'est demandé où il était, quand soudain l'homme assis sur le canapé devant lui a demandé l'emplacement de l'enfant de l'orbe qu'il avait mentionné dans son sommeil. De retour au quartier général des nettoyeurs, Rio a organisé une fête pour moi. Et peu de temps après, Zanka est également arrivé. Encore groggy de sa longue sieste, il a demandé à Rio ce qui se passait. Et elle lui a dit qu'ils organisaient une fête pour m'accueillir à la surface. Mais J était assis en silence, la tête baissée dans un coin. Zanka a demandé pourquoi ce petit lâche avait l'air si triste. Et Rio a dit que depuis que son objet de vie l'avait abandonné en pleine bataille, il était devenu sombre et morose. Zanka a trouvé cela triste, mais il a enchaîné sur la nouvelle que Rio avait affronté un monstre poubelle étrange. Elle a confirmé, lui disant qu'au lieu d'avoir un noyau, le monstre poubelle avait un objet de vie comme noyau, et que rien n'aurait pu les préparer à une telle découverte. Rio a dit que comme elle ne pouvait rien faire de toute façon, elle avait décidé de laisser cela aux autorités supérieures et était revenue organiser une fête. Pendant ce temps, alors que je boudais toujours, le chef de l'aile, équipe de soutien, est venu me parler. Il s'est présenté comme Gris et m'a ensuite dit que j'avais très bien fait la veille. Je pensais n'avoir rien fait, mais Gris m'a rappelé que j'avais protégé un autre soutien d'un monstre de la ferraille. J'ai dit que même si j'avais fait cela, je n'avais pas pu utiliser mes pouvoirs correctement par la suite, et j'avais dû être sauvé par Gris et Rio. Je me sentais frustré car même sur le firmament je perdais souvent le contrôle. Et Recto devait me couvrir par la suite. Je me sentais comme un échec total, incapable de répondre aux attentes de qui que ce soit. Mais alors Gris m'a soudainement remercié, interrompant complètement mon fil de pensée. Il a dit que la plupart des nouveaux nettoyeurs considéraient les soutiens comme des perdants sans véritable pouvoir. Mais J était différent. Gris a ensuite parlé du gars que j'avais sauvé. Il a rejoint le groupe des nettoyeurs pour devenir un guerrier. Mais comme il n'a pas d'objet de vie pour le moment, il travaille comme soutien, tout en chérissant un objet, espérant qu'il pourra devenir son arme un jour. Gris m'a dit de ne pas trop penser à devenir plus fort ou à répondre aux attentes des autres. Il m'a demandé ce que j'avais toujours voulu avant même que les choses n'aillent mal sur le firmament. J'ai commencé à y réfléchir profondément, et Gris m'a dit que si je pouvais retrouver ce qui avait allumé la flamme dans mon âme au début, je pourrais retrouver mon chemin. Il m'a ensuite caressé la tête, me disant de croire en moi. J'ai été ému par cela, mais à ce moment-là, Engine est arrivé et s'est appuyé sur moi, gâchant l'humeur émouvante. Il m'a demandé pourquoi je ne mangeais rien, puis Rio et Zanka sont également arrivés. Tout le monde m'a dit de me joindre à la fête parce que Gis était la star de la nuit, et aussi parce que la nourriture ne durait pas longtemps, à ce rythme. J'ai été profondément ému de voir que tout le monde se souciait de moi, et je les ai suivis. Alors que tout le monde mangeait, un gars a soudainement mis de la musique et a pris quelques bombes de peinture. Il a commencé à graffer les murs et Engine m'a dit de bien observer le gars nommé Gob, car il faisait ce qu'il voulait, sans se soucier des autres. Pendant que Gob peignait son œuvre d'art sur les murs, les autres se plaignaient et lui disaient d'attendre qu'ils aient fini de manger. Mais comme dit précédemment, il s'en fichait. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, la mère de Semiu est retournée à son bureau et elle a pu deviner qu'un appel allait arriver à tout moment. Elle a décroché le téléphone dès qu'il a commencé à sonner et a reçu une demande. Elle a convoqué Zanka et un groupe de soutien pour accomplir cette demande. Mais Zanka lui a demandé ce que Rudo faisait avec le groupe alors qu'il N n'était pas officiellement admis dans le groupe des nettoyeurs. Semiu lui a dit que la demande qu'ils avaient reçue me concernait. Elle a expliqué que cette demande venait d'un commerçant qui avait été attaqué par un monstre de la ferraille alors qu'il traversait une zone polluée. Il avait échappé à la mort, mais sa précieuse cargaison avait été volée et il voulait maintenant qu'il batte le monstre de la ferraille et récupère la cargaison. C était la partie où J était nécessaire, car la cargaison était une personne vivante du firmament. Tout le monde a été choqué d'entendre cela, et Semiu a dit qu'il était très rare de voir deux personnes du firmament vivantes sur Terre en même temps, ce qui signifiait que quelque chose d'étrange se passait et qu'elle voulait que je le voie par moi-même. J'ai commencé à y réfléchir et Gris m'a dit de maîtriser mes émotions avant de prendre une décision. Je savais que je ne pouvais pas utiliser mes pouvoirs correctement et que cela pouvait faire de moi un fardeau pour elle, équipe, mais je voulais quand même rencontrer l'autre personne du firmament, car cela pourrait me donner un indice pour retourner sur Terre.
J'ai décidé d'y aller, et Zhang Ka-en était pas vraiment content de cela. Mais Somyu savait exactement comment le faire accepter. Elle a dit que cette mission avait été initialement attribuée à Enjin, mais qu'il était occupé par une autre demande en ce moment, et qu'il avait dit qu'il faisait confiance à Zhang Ka pour le faire. Cela a suffi à activer le fanboy numéro 1 d'Enjin, et il a joyeusement dirigé son groupe à travers la zone polluée. En chemin, j'ai demandé à Gris s'il avait une arme, et il a répondu qu'il avait un couteau, mais qu'il faisait plus confiance à ses mains que cela. L'un des soutiens m'a dit que Gris avait en fait un talisman qu'il priait beaucoup, et il était embarrassé que son secret ait été révélé. Finalement, il a décidé de me montrer le talisman, disant qu'il n'avait rien de spécial, mais qu'il lui donnait quelque chose à quoi s'attacher. À ce moment-là, ils ont remarqué un homme étrange debout derrière eux. La fille avec le pronom qui était femme a dit qu'elle était la commerçante qui les avait embauchés pour cette mission. J'ai soudainement commencé à lui poser des questions sur la personne du firmament, et la marchande a répondu qu'elle transportait des bagages lorsqu'elle est tombée accidentellement sur une personne inconsciente du firmament. Elle s'est inquiétée pour eux, alors elle les a emmenés, mais ensuite le monstre de la ferraille les a attaqués et a kidnappé la personne du firmament. J'ai demandé à la marchande si elle avait l'intention de vendre la personne du firmament, et elle a nié l'accusation, me disant qu'elle ne voulait pas le faire, et qu'elle était juste très curieuse à propos de la personne du firmament. Zhang Ka sentait que cette histoire était comme un tas de déchets, tout comme l'endroit où il se dirigeait. Les monstres de la ferraille étaient connus pour attaquer les humains à vue, et ils ne faisaient pas de détour pour kidnapper une personne. Il pensait que quelque chose était louche, mais a décidé de s'en occuper le moment venu. La marchande les a ensuite conduits au bâtiment où le monstre de la ferraille S était enfui après avoir kidnappé la personne du firmament. Zhang Ka a dit à tout le monde d'Ido être vigilant car le monstre de la ferraille pouvait les attaquer de n'importe quelle direction. Mais quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils l'ont trouvé vide, à l'exception d'une personne à l'autre bout. La marchande a dit que était la personne du firmament et a commencé à me pousser vers eux, et les autres nettoyeurs ont été poussés aussi. Quand ils se sont rapprochés, j'ai réalisé que ce N n'était pas une personne mais une poupée, habillée comme la personne du firmament. Mais il était trop tard car la marchande a fait un bond en arrière, leur disant de se dépêcher. Immédiatement après, le sol sous mes pieds s'est transformé en boue, et tout le groupe est tombé à L, étage inférieur. Ils se sont demandé ce qui venait de se passer, et la marchande leur a demandé s'ils allaient bien. Ils lui ont dit qu'ils allaient bien, et ont demandé où ils étaient, et où était la personne du firmament. La marchande a ri d'une manière effrayante, et m'a pointé du doigt, disant que J était la personne du firmament, avant de se transformer soudainement en boue et de fondre. À ce moment-là, ils ont entendu deux voix appeler le donneur du firmament, puis une paire de lumières violettes a commencé à s'approcher d'eux depuis l'obscurité. Zhang Ka a tout compris maintenant, surtout à cause des lumières électriques violettes. Il savait que ceux qui les avaient piégés s'appelaient les maraudeurs, et ils ne prenaient même pas la peine de cacher qu'ils avaient l'intention de me voler au nettoyeur. J était confus à propos de ce nouveau groupe de personnes étranges, et Gris m'a dit que étaient les maraudeurs de ce monde. Mais ce qui les rendait dangereux, c'est qu'ils étaient tous des donneurs. Il a immédiatement ordonné à son groupe de trouver une issue pendant que lui et Follow me protégeraient. Il a demandé à Zhang Ka de s'occuper des deux maraudeurs par lui-même, et bien qu'il soit réticent, il savait qu'il n'y avait pas d'autre option. Les soutiens ont couru dans la direction opposée, et Gris m'a dit de les suivre. J'ai dit que je pouvais m'occuper d'une foule de maraudeurs par moi-même, mais Gris m'a averti de ne pas sous-estimer les maraudeurs, surtout quand ils ne connaissaient pas leurs capacités. Zhang Ka, d'autre part, s'est moqué des maraudeurs, disant qu'il avait toujours su qu'ils me poursuivraient. Mais il n'aurait jamais pensé qu'ils me flairerait si tôt. Il a demandé s'ils avaient l'intention de me vendre, car une personne vivante du firmament pouvait leur rapporter suffisamment d'argent pour prendre leur retraite dans le luxe. Les maraudeurs ont ri, disant qu'ils n'avaient aucune intention de me vendre. Au lieu de cela, ils étaient très curieux à propos du firmament, et parler à une personne du firmament était la meilleure source de connaissances. Ils voulaient savoir beaucoup de choses, surtout comment j'avais franchi la barrière sans mourir. Maintenant, Zhang Ka était aussi curieux de la barrière, mais il a décidé de s'occuper des maraudeurs rapidement. Il a dit que puisqu'ils avaient monté toute cette affaire, ils n'avaient pas à s'inquiéter d'un monstre de la ferraille. La maraudeuse a répondu qu'il devait toujours s'inquiéter des poupées de boue, qu'elle pouvait créer à volonté. Et Zhang Ka a dit qu'il pouvait s'occuper d'adversaires aussi faibles les yeux fermés. Il a soudainement activé son bâton et a commencé à détruire les poupées de boue, mais le maraudeur masculin s'est caché parmi les marionnettes et l'a attaqué par derrière. Zhang Ka n'a eu que le temps de réagir à son attaque et a été projeté contre un pilier. L'homme s'est de nouveau retiré dans une poupée de boue, et la maraudeuse a dit à Zhang Ka que puisque les nettoyeurs ne combattaient que les monstres de la ferraille, il ne savait pas comment s'occuper des humains. Elle lui a dit que ce serait la dernière partie de cache-cache qu'il jouerait de sa vie et qu'il était prêt à se battre avec tout ce qu'il avait. Il a continué à abattre les poupées de boue. Mais le maraudeur masculin a quand même réussi à lui porter des coups successifs dans le dos. Zhang Ka était maintenant acculé au mur, et alors qu'il tentait de charger la maraudeuse pour la vaincre, son pied a glissé dans la boue qu'elle avait créée plus tôt. Elle lui a dit qu'il était le seul guerrier du groupe à pouvoir la combattre. Et une fois qu'il serait tombé, le reste du groupe serait sans défense. Elle a dit qu'il serait bientôt vaincu, mais Zhang Ka a alors soudainement crié après elle, lui disant de lancer un podcast si elle voulait autant se vanter. Il a dit qu'il pensait au début qu'elle contrôlait les marionnettes de boue avec sa pelle, et que l'autre gars utilisait son objet de vie pour infliger des dégâts. Cependant, après avoir observé le combat pendant un certain temps, il a réalisé que son hypothèse initiale était fausse. Il a dit que l'homme le frappait simplement,
et que son objet de vie semblait être des patins, qui lui permettaient de se déplacer facilement sur un sol stable. Il a dit que cela avait maintenant du sens pour lui, pourquoi il pouvait se déplacer si facilement malgré le sol couvert de boue. Et il s'est moqué des 2 maraudeurs, les appelant une paire de jumeaux. Cela a soudainement mis la femme en colère, et elle lui a dit de se taire, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Il a dit qu'il n'avait peut-être pas d'expérience à combattre des humains, mais qu'il connaissait son objet de vie bien mieux qu'eux. Il a dit que Seti était pourquoi il pouvait faire des choses qu'il ne pouvait pas, et la fille l'a soudainement attaqué. Zanka a claqué son bâton au sol, créant une onde sonore qui s'est propagée partout. Il pouvait sentir les changements dans les vibrations, lorsque les ondes sonores passaient à travers les poupées de boue. Et quand elles ont frappé la poupée où le voleur mâle se cachait, il l'a immédiatement découvert. Ensuite, il s'est précipité à toute vitesse, le mettant KO d'un seul coup, avant de frapper la voleuse. Quand elle a perdu connaissance, ces poupées de boue se sont immédiatement désintégrées, et Zanka a dit qu'elle était qu'une bande d'amateurs. Cependant, le chef des voleurs est soudainement apparu derrière lui, disant qu'il devrait combattre quelqu'un de plus fort si n'était pas satisfait. D'un autre côté, moi et les autres courions toujours en essayant de trouver la sortie. J'ai commencé à m'inquiéter de ne plus entendre le combat quand j'ai soudainement heurté Gris, qui avait trouvé une sortie. Il a envoyé du personnel de soutien à étage, pour qu'il puisse contacter le quartier général et appeler à l'aide. Puis il a décidé de retourner voir Zanka quand il a soudainement entendu quelqu'un courir vers eux. Gris pensait que c'était Zanka qui avait terminé son combat, mais à la surprise générale, le chef des voleurs était là. Tout le monde était confus, et le voleur a ensuite commencé à me fixer et à comparer mes traits avec la description qu'il avait obtenue du voleur qu'il avait kidnappé plus tôt. Il a soudainement sauté sur le mur derrière moi et s'y est accroché comme Spider-Man, disant qu'il avait enfin trouvé le donneur de la sphère céleste. C'est à ce moment que Gris et les autres ont réalisé que l'homme devant eux était un voleur. Il a écrasé le mur avec ses griffes, bloquant la sortie. Le voleur a commencé à attirer l'attention, et Gris lui a dit que s'il me faisait du mal, il deviendrait l'ennemi de tous les nettoyeurs. Puis il l'a interrogé sur Zanka. Mais le voleur a commencé à parler de la façon dont il était arrivé si tard, parce qu'il avait un très mauvais sens de l'orientation. Quand il est arrivé, les autres étaient déjà vaincus, et il n'aimait pas ça, car était une perte de temps pour tout le monde. Puis il s'est dirigé vers moi, ignorant complètement Gris et ses questions sur Zanka. Il m'a dit que quelqu'un voulait vraiment me parler, alors je devrais accompagner les voleurs tout de suite. J'étais sur mes gardes quand le voleur a soudainement attrapé mon masque et l'a arraché, me disant que je n'en avais pas besoin, car il n'y avait pas de monstre de déchets aux alentours. Je lui ai demandé ce qui était arrivé au nettoyeur avec la canne. Et le voleur a dit qu'il avait une mauvaise attitude, alors il s'en était occupé. Cependant, comme il était fort, il ne l'a pas tué mais l'a seulement neutralisé. Mais il pourrait ne pas beaucoup aimer le poison. Le voleur a ensuite utilisé sa capacité à éveiller le pouvoir des anneaux, les transformant en griffes métalliques. Il m'a dit de l'accompagner pacifiquement et que personne ne serait blessé. Mais à ce moment-là, Gris et Follow l'ont attaqué. Le voleur a facilement esquivé leurs attaques et a ensuite effectué un coup de pied retourné pour les faire voler. Il sentait que Follow avait le potentiel de devenir un donneur, mais Gris n'avait rien de tel. Il était donc pas nécessaire. Cependant, Gris s'est levé et a dit au voleur qu'il protégerait son équipe à tout prix, peu importe qui il devrait combattre. Le voleur a réalisé qu'il était un soutien, et lui a dit que les faibles comme lui n'avaient aucune valeur, et qu'il ne pouvait rien protéger. Je m'inquiétais pour Gris, et lui ai dit de reculer car le combat serait trop dangereux pour lui, mais Gris n'a pas répondu. Au lieu de cela, c'est le voleur qui m'a dit que mon ami faible et inutile était mort. Ses griffes avaient transpercé le cœur de Gris, et il les a enfoncées plus profondément jusqu'à ce qu'elles ressortent de l'autre côté. Je ne pouvais que regarder la scène avec horreur, alors que le porte-bonheur de Gris s'envolait, et que mon esprit était complètement vide. Cette scène ressemblait exactement à la mort de Recto pour moi, et j'ai inconsciemment porté ma main à mon pendentif, ce qui m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. Un jour, Recto m'a vu me cogner la tête contre le mur, et il est immédiatement venu m'arrêter. Il m'a demandé ce que je faisais, et j'ai répondu sans émotion que Recto m'avait dit d'arrêter de blesser les autres, mais qu'il n'avait jamais rien dit sur le fait de ne pas me blesser moi-même. Recto était d'autant plus inquiet qu'il pensait que je m'étais calmé après la diminution de la douleur à ma main, et m'a demandé la raison de mon agitation, et j'ai répondu qu'il n'y en avait aucune. Et j'avais juste une colère inexplicable en moi dont je ne connaissais pas la cause, mais Recto savait ce qui se passait. Il a réalisé que je me sentais abandonné par mes parents, ce qui avait créé un sentiment d'inutilité en moi, et que cela avait engendré cette colère. Recto m'a dit que j'avais besoin d'un but dans la vie pour surmonter ce sentiment ou du moins des choses que j'aimais. Alors il m'a bandé et m'a emmené essayer différentes choses, des livres au jeu en passant par la cuisine, mais rien n'a vraiment attiré beaucoup mon attention. Cependant, juste au moment où Recto s'apprêtait à finir sa journée, j'ai vu un homme jeter des déchets et ma curiosité s'est éveillée. J'ai ouvert la porte qui menait à la ville principale et j'ai sorti un masque du sac poubelle. Recto m'a suivi par inquiétude, mais ensuite j'ai soudainement fondu en larmes parce que je pouvais ressentir de l'empathie pour les déchets. Recto m'a demandé comment je me sentais maintenant. Et je lui ai dit que ce masque était que légèrement endommagé et ne devrait pas être jeté. J'ai pleuré, et j'ai dit qu'il était injuste de le jeter, alors qu'il avait encore tant de vie, et que je voulais le réparer.
Recto a réalisé que C était plus qu'une simple projection de mes problèmes et que je pouvais réellement voir la valeur des choses que les autres jetaient. De retour au présent, le pendentif s'est transformé en un objet animé dans ma main et le voleur a été choqué par cela. Gris, qui était d'une manière ou d'une autre encore en vie, a maintenant réalisé la vérité sur mon pouvoir. Il a dit que je ne transformais pas les choses en objets animés, mais que je révélais leur potentiel inexploité. Avec cela, j'ai réveillé le potentiel du pendentif, le transformant en une formidable arme consciente. Le voleur était vraiment étonné par cela, et il a commencé à baver en me demandant « Que fait ton objet animé ?» D'un autre côté, Follow a mis Gris dans une position plus confortable, mais il était toujours dans un état très critique. J'ai remercié Gris de m'avoir montré le chemin hors de ma dépression, et je lui ai dit que sans son aide, je serais toujours coincé. Cependant, maintenant je savais quoi faire et j'allais commencer par botter le cul du voleur et lui prouver qu'il avait tort sur tout ce qu'il venait de dire. Le voleur a aimé mon attitude et s'est finalement présenté comme Jabber, disant qu'il n'aimait rien de plus que les guerriers déterminés et les donneurs puissants. Puis il m'a attaqué, et nous nous sommes tous les deux lancés dans un combat sérieux. D'un autre côté, Gris saignait toujours et Follow s'inquiétait pour lui. Cependant, Gris l'a rassuré en lui disant qu'il irait bien. Puis, il a commencé à penser à moi et a dit que je n'avais pas pu utiliser mes pouvoirs correctement la dernière fois, parce que tant d'émotions obscurcissaient mon véritable but. Mais cette fois, il n'avait pas à s'inquiéter de cela. Pendant ce temps, était entièrement sur la défensive, forçant Jabber à m'attaquer et à se retirer quand il ne trouvait aucune ouverture. Il a essayé de me provoquer à attaquer, mais je lui ai simplement dit de m'attaquer s'il osait. Jabber m'a dit d'être un peu plus joyeux et de profiter du combat alors qu'il se précipitait à nouveau sur moi, mais j'ai juste esquivé ses attaques. Jabber m'a attaqué à nouveau, et cette fois je n'ai fait que l'esquiver facilement aussi. Jabber a vite réalisé que ses attaques ne pouvaient même pas m'atteindre. Ce que j'expliquais était grâce au pendentif de Gris. Gris avait prié l'amulette pour que tout le monde revienne sain et sauf de leur mission, et cela signifiait que C était un objet animé axé sur la défense. Jabber a compris que cela augmentait les chances d'esquive certaines, mais il m'a dit que je ne pouvais pas contre-attaquer avec cet objet animé. Je lui ai dit que ce N n'était pas nécessaire, ce qui a troublé le voleur. J'ai expliqué que j'avais tout esquivé sans bouger de ma position et que C était Jabber qui bougeait constamment, donc je pouvais prédire où il allait se déplacer ensuite. Jabber ne se souciait pas vraiment de mes fanfaronnades, et il s'est à nouveau précipité sur moi. Cependant, cette fois j'ai utilisé une autre capacité de mon arme, altérant légèrement la trajectoire de Jabber, mais C était suffisant pour le sortir complètement de la boucle. J'ai dit que je ne pouvais pas utiliser l'amulette pour attaquer, mais que je pouvais utiliser mes poings et ensuite secouer le monde de Jabber avec un puissant coup de poing au visage. Jabber s'est avéré être un masochiste, et il était ravi que je l'ai enfin attaqué. Il s'est plaint qu'il était injuste que le jeu soit truqué contre lui, mais je n'ai pas ressenti de culpabilité à utiliser mon objet animé pour le frapper après l'avoir déséquilibré. Jabber a décidé de changer de stratégie et de m'attaquer par derrière, mais l'amulette a tout de même brisé son élan et m'a donné l'opportunité de lui porter un coup fatal à l'estomac. Jabber a de nouveau changé son style de combat ensuite, endommageant l'environnement pour créer un nuage de poussière obscurcissant ma vision. J était maintenant sur mes gardes et soudain une brique a volé vers moi. Je l'ai esquivé grâce au pouvoir de l'amulette, mais ensuite, Jabber a coupé un pilier et m'a lancé plus de briques. Je les ai toutes esquivées et à ce moment-là, Jabber m'a attaqué depuis mon angle mort. Heureusement, l'amulette était prête pour cela et elle a de nouveau interrompu son mouvement, me permettant de le jeter à terre. Jabber s'est relevé et a décidé de déchaîner sa vitesse maximale, mais même cela n'a pas suffi à me vaincre, moi qui avais débloqué l'ultra instinct grâce à l'amulette, et je pouvais battre Jabber chaque fois qu'il s'approchait à moi. Je l'ai complètement tabassé et l'ai forcé à utiliser un mur pour soutenir son corps. Mais Jabber a commencé à rire car il n'avait pas reçu une raclée d'une telle qualité depuis longtemps. Ensuite il m'a dit que c'est était bien que j'ai pu profiter de l'attaquer car je ne pourrais plus le faire. Maintenant, Jabber S était rendu compte que l'amulette détectait toute attaque à intention hostile et les déviait de mon chemin, me gardant en sécurité. Mais quand il a lancé les débris vers moi, à travers la fumée, il a découvert que l'amulette n'y réagissait absolument pas. Je ne comprenais pas pourquoi il s'en vantait si soudainement, et puis Jabber m'a dit que sa griffe droite contenait une neurotoxine puissante. Il s'est soudainement poignardé avec sa griffe, et J était encore plus confus quant à ses motivations. Jabber m'a dit qu'il allait maintenant perdre connaissance, puis devenir aléatoirement fou, et qu'il était sûr que mon amulette ne considérerait pas cela comme une intention hostile. Il m'a demandé d'esquiver ce coup, puis s'est progressivement endormi. Je ne pouvais que le regarder avec dégoût et choc. Mais Jabber s'est soudainement réveillé, et, comme il l'avait dit, a commencé à attaquer de manière imprévisible. Jabber est entré en mode frénésie alors qu'il se levait tout en étant inconscient et poussait un hurlement assourdissant. Je ne pouvais que le regarder avec étonnement alors que Jabber fonçait soudainement sur moi, tourbillonnant rapidement et détruisant tout sur son passage. J'ai réussi à esquiver l'attaque et je ne pouvais pas comprendre comment Jabber pouvait être si fort même dans cet état. Soudainement, j'ai remarqué que Follow et Gris N étaient pas loin de leur position. Et si Jabber se tournait vers eux, ils mourraient tous les deux. Alors, j'ai couru dans la direction opposée pour attirer Jabber et mon pari a fonctionné. Jabber le frénétique m'a attaqué et j'ai essayé d'utiliser le pouvoir de l'amulette pour l'arrêter. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu et j'ai dû bloquer l'attaque moi-même avant de projeter le frénétique avec une prise de judo. Bien qu'il ait heurté le sol en béton de la tête,
Jabber était toujours aussi assoiffé de sang. Et je pensais que l'expérience du champ de bataille et la détermination pouvaient pousser les gens à faire des choses incroyables. Cependant, une autre idée m'est soudainement venue à l'esprit, et j'ai pensé que Jabber pourrait être un masochiste. Je me suis rappelé le moment où j'avais été battu par les brutes sur l'orbe céleste, mais je n'avais pas riposté parce que Recto m'avait dit de ne pas le faire. Les gosses m'avaient demandé si G était un masochiste, mais à l'époque, je ne savais pas ce que cela signifiait. Alors je suis rentré chez moi et j'ai demandé à Recto à ce sujet. Maintenant que je sais que les masochistes sont des psychopathes qui aiment la douleur, je me suis dit que si Jabber en était vraiment un, je ne savais pas comment l'arrêter. Quoi qu'il en soit, Jabber s'est jeté sur moi avec une rage inconsciente, et je ne pouvais qu'essayer d'esquiver ses attaques. Je reculais constamment en essayant de bloquer et d'esquiver, mais Jabber était trop fort pour moi. Il réussit à percer mes défenses, mais juste au moment où sa griffe était sur le point de me frapper, le bâton de Zanka est arrivé et l'a cloué au sol. J'ai reconnu le bâton, et, juste à ce moment, Zanka est arrivé, luttant pour rester debout, mais déterminé à riposter contre ce salaud qui avait interrompu leur combat sans l'avoir complètement vaincu. Je lui ai demandé s'il était assez fort pour se battre, mais Zanka m'a dit de ne pas le sous-estimer. Puis, il a remarqué l'artefact de vie que j'utilisais, et a commenté que j'avais finalement l'air de le maîtriser. J'ai répondu que cela ne servait à rien car il ne pouvait pas bloquer les attaques de Jabber dans son état inconscient. Zanka a compris que l'artefact de vie ne réagissait qu'aux intentions hostiles, et J était surpris qu'il l'ait remarqué. Zanka a dit que pendant qu'il luttait pour arriver ici, il m'avait vu me battre de loin et avait décidé d'apprendre mon style de combat, car cela l'aiderait à m'enseigner plus tard. Zanka a dit que puisque je ne pouvais pas me battre avec mon artefact de vie et qu'il ne pouvait pas bien bouger à cause du poison, il n'avait aucun moyen de vaincre Jabber. Cependant, il avait une idée, et il m'a demandé de le laisser m'attaquer une fois. J'ai été choqué par cette proposition, mais Zanka a expliqué que puisqu'il ne pouvait pas bouger, mon artefact de vie pourrait détecter son intention hostile et le déplacer là où il voulait. De cette façon, il pourrait atteindre Jabber et le vaincre, puisque je n'avais de toute façon aucune option pour l'attaquer. J'ai demandé ce qui se passerait si mon artefact de vie ne s'activait pas, et Zanka m'a dit être un homme et d'encaisser le coup dans ce cas. Juste à ce moment, Jabber s'est réveillé, et ils étaient tous les deux prêts à l'affronter. Il s'est jeté sur eux, coupant le pilier près duquel ils se tenaient, mais ils se sont tous les deux échappés sains et saufs. Zanka m'a dit que la griffe m'avait même égratigné, ce qui me paralyserait rapidement. Il était furieux à ce sujet et a décidé de m'attaquer pour évacuer sa colère. Heureusement, l'amulette a fonctionné comme il l'avait imaginé et l'a déplacé directement vers Jabber, lui permettant de projeter ce salaud. Zanka était impressionné par cela, mais moi, Jay, étais en colère contre lui. Puisque l'amulette avait dévié l'attaque, cela signifiait que Zanka m'avait attaqué avec une intention hostile, mais il a dit que ce N était qu'un petit test. Puis, il est revenu vers moi et a dit qu'il pouvait travailler avec cette équipe. Il s'est repositionné pour m'attaquer une fois de plus, et au même moment, Jabber s'est levé. Il a foncé sur eux et Zanka m'a attaqué. Mes capacités l'ont projeté en avant. Il s'est de nouveau approché de Jabber et a porté un coup critique. Zanka était surpris que l'amulette puisse être si bien contrôlée par moi, et que je puisse le propulser si loin. Puis, il m'a de nouveau attaqué, et je l'ai de nouveau propulsé vers Jabber. Grâce à mon contrôle, Zanka a livré un combo critique qui l'a ramené à la conscience. Quand Jabra a vu Zanka devant lui, il a été légèrement excité, mais la chose suivante qu'il a sentie fut le bâton de Zanka atterrissant sur sa tête, le mettant à terre pour de bon. Lorsque Zanka a atterri sur ses pieds après cela, il a titubé et est tombé au sol. Il a cru qu'ils avaient gagné le combat, et je me suis aussi un peu détendu, ce qui a désactivé l'amulette. Elle s'est soudainement transformée en poussière et s'est désintégrée comme si Thanos venait de claquer des doigts pour la faire disparaître, et j'ai paniqué. J'ai essayé de sauver l'amulette, car elle appartenait à Gris, mais je ne pouvais rien faire d'autre que la regarder s'envoler. J'ai commencé à paniquer et Zanka s'est demandé si l'amulette avait été détruite à cause de mes capacités, ou si quelque chose d'autre se passait ici. Cependant, je me suis blâmé, et j'ai soudainement eu une crise de nerfs, qui s'est transformée en un effondrement physique alors que je tombais au sol, me tordant comme un poisson sorti de l'eau. Zanka a vu les marques de griffes sur mon dos, et a réalisé que j'avais été attaqué par Jabber sans que ni l'un ni l'autre ne le sache. Juste à ce moment-là, il a remarqué que Jabber se poignardait avec sa griffe gauche, et il s'est soudainement levé, en parfaite santé. Il a regardé autour de lui et a dit qu'il devait avoir fait du bon travail pendant qu'il était inconscient, puis il s'est dirigé vers moi. Zanka lui a demandé d'arrêter, et a demandé comment il pouvait bouger malgré de si graves blessures, et Jabber s'est arrêté pour monologuer sur ses capacités. Il a dit que sa griffe gauche contenait un puissant analgésique, qui le débarrassait de la douleur, et qu'il pouvait fonctionner normalement à nouveau. Puis, il a dit que le poison de sa griffe droite ferait probablement effet sur Zanka dans 30 minutes, alors il a décidé de lui donner une autre dose, pour s'assurer qu'il ne se mettrait pas en travers de son chemin. Zanka était impuissant quand Jabber l'a poignardé, le laissant se débattre sur le sol. Puis il est venu vers moi, qui tremblait encore, et m'a soulevé pour me transporter à leur base. Cette fois, Zanka n'a même pas pu crier pour qu'il s'arrête, et il n'a pu que me regarder être emmené en silence. Pendant ce temps, Jabber était ravi d'avoir accompli sa mission, et il ne se souciait même pas de ses deux coéquipiers qui gisaient inconscients dans le bâtiment. J était toujours conscient bien que je ne puisse pas bouger, et je me suis blâmé d'avoir mis tout le monde en danger. Juste à ce moment-là, Jabber a sauté par le trou dans le sol que son coéquipier avait fait.
Mais au lieu d'être dans un bâtiment, il s'est retrouvé dehors. Il a pensé que si était impossible, car il se souvenait clairement de la carte. Mais juste à ce moment, il a vu Ryo qui l'attendait. Engine était aussi avec elle. Et Jabber l'a découvert quand il a été frappé à l'estomac par le parapluie d'Engine et projeté contre le mur avec une force immense. Il est resté conscient malgré tout, et a remarqué qu'Engine était accompagné d'autres redoutables nettoyeurs. Il s'est avéré que les soutiens qui étaient échappés plus tôt avaient appelé des renforts et Engine et les autres étaient assez proches pour arriver à temps. Un soutien s'inquiétait que Gris et les autres aient pu mourir. Mais Engine l'a rassuré en disant qu'ils étaient très forts et ne mourraient pas si facilement. Il lui a demandé de former une équipe et de les sauver. Et pendant ce temps, Jabber a commencé à crier qu'ils avaient l'air très forts et qu'il n'était pas de taille à les affronter. Le simple fait de penser à son impuissance l'excitait. Et Engine a été choqué d'apprendre que je-même était battu contre ce masochiste excentrique tout ce temps. Ryo a remarqué qu'il avait l'air mieux que ce à quoi elle s'attendait, et les autres nettoyeurs l'ont plaint, disant qu'il avait l'air bien pire qu'il ne le pensait. Le grand type s'est mis en colère et a dit qu'il était impardonnable que quelqu'un essaye de blesser l'un de leurs coéquipiers, mais l'autre type lui a dit de se taire, car il était ennuyeux. Ensuite, Engine a dit à Jabber qu'ils allaient le capturer et l'interroger. Il lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il pouvait s'en prendre aux nettoyeurs, et ensuite retourner dans n'importe quel trou d'où il était sorti. Jabber était encore plus excité en entendant cela et a demandé s'ils allaient l'enfermer à vie, ou il devrait élaborer son propre plan d'évasion. Il s'est levé et a dit qu'il savait qu'il perdrait, mais qu'il avait reçu l'ordre de me ramener, et qu'il ne ferait pas face à l'échec même s'il devait mourir dans le processus. Il a de nouveau réveillé son arme, mais juste au moment où il s'apprêtait à charger. Quelqu'un l'a serré dans ses bras par derrière, et lui a dit d'arrêter. Jabber a reconnu la petite personne comme l'une de ses coéquipières, et lui a dit de le laisser tranquille car il avait encore une mission à accomplir. Elle lui a dit que le temps était écoulé, et qu'il ne pouvait rien faire, car les nettoyeurs étaient là. Jabber était toujours déterminé à accomplir sa tâche. Alors, la fille lui a dit que le patron avait eu un très grand sourire. Jabber s'est soudainement arrêté, et la fille l'a serré fort pour le retenir. Finalement, il a décidé de l'écouter et de rentrer chez lui. Et quand il s'est écarté, le portail mystérieux sur le mur derrière lui est devenu visible. Jabber a dit à tout le monde qu'il devait partir tout de suite et de me dire bonjour, car son poison devait m'avoir abattu à présent. Cependant, Ja était toujours conscient et j'ai rassemblé toutes mes forces pour me lever et dire à Jabber de s'arrêter, car leur combat n'était pas encore terminé. Jabber a été impressionné par ma persévérance, et je lui ai dit que je lui rendrais ce qu'il avait fait à Gris et aux autres. Jabber était ravi d'entendre cela et a dit qu'il se battrait une autre fois, mais ensuite il a remarqué mes gants et leur design unique. Il a fait remarquer avec excitation que leur patron serait ravi de savoir que Rudo avait quelque chose de la collection spéciale numéro 2, puis il est entré dans le portail derrière la petite fille. Dès qu'il a refermé le couvercle, le portail a disparu et tout le monde a été surpris. Puis, Zanka et les autres ont été secourus du bâtiment, et le poison a également cessé d'agir sur mon corps. J'ai immédiatement couru vers Gris, et j'ai vu qu'il était toujours en vie malgré une grave perte de sang. Je me suis excusé auprès de lui d'avoir abîmé son charme, et Gris a dit qu'il s'en souciait vraiment. J était sur le point de sombrer dans la culpabilité, mais Gris a dit que si son charme m'avait aidé, alors était vraiment la meilleure chose. Sur ce, les derniers morceaux du charme se sont envolés, et je ne savais pas trop ce que je ressentais pour le moment. Peu de temps après, tout le monde est retourné au siège des nettoyeurs, et je me suis assis seul en silence. Engine est venu et m'a demandé pourquoi j'agissais comme un enfant émo déprimé, alors que je devrais être heureux d'avoir enfin appris à utiliser mon objet de vie. Je me suis soudainement emporté contre lui, et j'ai dit que je n'avais pas pu sauver Gris avant, et que je ne pouvais pas m'en réjouir. J'ai dit que j'avais échoué à protéger Recto sur la sphère céleste, et qu'au sol, j'avais échoué à protéger la personne qui m'avait sauvé la vie. Je me sentais comme un échec, quoi que je fasse, et Engine m'a dit que Gris savait dans quoi il s'engageait, et qu'il était toujours prêt à prendre des risques. Ensuite, il m'a demandé de l'accompagner pour qu'il puisse rendre hommage à Gris, qui, étonnamment, était toujours en vie. Je n'en croyais pas mes yeux en voyant Gris assis droit, et me remerciant pour ce qui était passé. Et Engine a finalement réalisé que J était déprimé parce que je pensais que Gris était mort. Il a commencé à me frotter la tête, et une infirmière a également décidé de se joindre juste pour le plaisir. J était gêné. Mais j'ai demandé à Gris comment il avait pu survivre, malgré une griffe empoisonnée qui lui avait transpercé le cœur. Gris m'a dit que était grâce à elle, équipe médicale des nettoyeurs, et en particulier à la jeune praticienne, nommée Aïcha, la seule donneuse qu'ils avaient, avec la capacité de guérir. Cependant, Aïcha était plutôt timide, et avait des problèmes d'estime de soi. Alors, elle avait besoin d'une affirmation constante de Gris pour lui faire confiance. Ensuite, Gris s'est tourné vers Follow, qu'il avait maintenu en vie pendant qu'il saignait, et Follow s'est agenouillé. Enfin, il s'est tourné vers moi, et m'a remercié d'avoir arrêté Jabber avec Zanka. Il m'a également dit de ne pas m'inquiéter pour le charme, car s'il avait aidé à sauver quelques personnes, il avait bien fait son travail. Cette fois, je l'ai cru, et j'ai dit à Gris que était vraiment heureux de le voir en vie. Sur ce, Engine a dit qu'il devait maintenant s'inquiéter des bandits qui leur faisaient la guerre, en plus des monstres de déchets. Mais heureusement, ils avaient obtenu des informations d'eux. Juste à ce moment-là,
un nettoyeur grand et bronzé est arrivé en parlant de la frontière que Jabber avait mentionnée, et j'ai demandé à Engine qui était ce nouveau venu. Engine a répondu que C était le patron et j'ai paniqué car je n'étais pas mentalement prêt à le rencontrer. Le patron m'a salué et s'est présenté comme Corvus. Il a dit qu'au début, il avait l'intention de me rejeter en entendant que je voulais les rejoindre uniquement pour obtenir des informations sur l'accès à la sphère céleste. Cependant, puisque j'avais risqué ma vie pour protéger les nettoyeurs, J était maintenant l'un des leurs et Corvus n'avait aucune objection à m'accepter comme nettoyeur officiel. Corvus m'a ensuite appelé à son bureau pour récupérer un uniforme et pour en apprendre davantage sur la frontière. Il a expliqué que la frontière séparait le sol de la sphère céleste et que quiconque tentait de la traverser mourrait. Il y avait cependant des exceptions à cette règle. Corvus a commencé à raconter l'histoire d'une femme qui vivait dans un désert le plus proche de la frontière. Il était une fois, un jeune homme s'y est perdu et a rencontré la femme. Il lui a demandé pourquoi elle vivait dans un endroit aussi désert, et elle a répondu qu'elle observait les gens qui tombaient d'en haut. La femme lui a dit que certaines personnes traversaient la frontière sans mourir et que C était leur seul indice maintenant. J'ai réalisé que si je trouvais l'une des personnes que la femme avait vues traverser la frontière, je pourrais rentrer chez moi. Corvus m'a dit que ce serait un voyage extrêmement dangereux, mais je m'en fichais, car je devais rentrer chez moi à tout prix. Cependant, J était un peu trop excité à ce sujet, et j'ai immédiatement commencé à me précipiter vers le désert. Follow a essayé de m'arrêter, mais il n'avait pas la force de le faire. Heureusement, Engine est arrivé et m'a fait arrêter, me disant que je ne pouvais pas aller dans le désert avec une préparation aussi sommaire. Il a dit que C était bien que je puisse utiliser mes capacités sur commande maintenant, mais qu'il ne connaissait toujours pas mes limites et mes faiblesses. Je lui ai demandé de m'accompagner dans ce cas, mais Engine a refusé car il n'était pas assez fou pour retourner seul dans le désert une fois de plus. Je savais que C était un mensonge, car Engine était bel et bien allé seul quand il m'avait trouvé. Quoi qu'il en soit, Engine m'a dit que le moment viendrait où ils iraient en territoire dangereux, mais qu'ils devraient maintenant se concentrer sur mon entraînement, la recherche sur les monstres de déchets, et également trouver plus d'informations sur les bandits. En parlant des bandits, j'ai demandé à Engine comment des voleurs comme eux pouvaient être des donneurs. Engine a répondu qu'être une bonne personne et traiter les objets avec soin n'en faisait pas un. Les gens qui pouvaient bien s'occuper de leurs objets et réveiller leur pouvoir devenaient des donneurs, même s'ils étaient la lie de la société. Il a ajouté qu'il y avait des gens qui détestaient tous les types de donneurs, parce que du point de vue d'une personne normale, quiconque était trop attaché à un seul objet semblerait très bizarre. Ensuite, Engine m'a dit de me reposer aujourd'hui car j'avais eu beaucoup d'actions non-stop récemment. J'ai obéi à ses ordres, et j'ai essayé de me reposer dans ma chambre. Mais avec un TDAH occupant 90% de mon petit cerveau de la taille d'un pois, je ne pouvais même pas me détendre. J'ai commencé à me demander si je devais me faufiler dehors et aller chercher quelque chose de valeur dans la décharge. Soudain, Rio a défoncé la porte de ma chambre, car elle n'avait aucune intention de me laisser me reposer. Elle a décidé de me faire visiter leur quartier général, et j'ai dit que cet endroit avait plus de choses que la sphère céleste. Rio était curieuse de la sphère céleste et m'a demandé ce que je faisais là-haut. Je lui ai raconté mon emploi du temps habituel de ramasser les déchets et de me faire gronder. Et puis Rio a posé des questions sur la nourriture, sur la sphère céleste. J'ai répondu qu'il y avait des choses comme du pain et de la soupe, mais quand elle m'a interrogé sur les sucreries, je suis devenu irritable car seuls les riches pouvaient se permettre des sucreries. Rio m'a dit qu'ils avaient des sucreries ici, et je n'y ai pas cru avant de les voir. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le trésor du One Piece en voyant un plat rempli de sucreries. Puis Engine m'a averti que les sucreries étaient plus addictives que la drogue, alors je devais faire attention en les mangeant. Ensuite, il a expliqué qu'en raison de la pollution à la surface, il ne pouvait pas cultiver beaucoup de nourriture. Mais il y avait un groupe appelé les Binders qui regroupait les donneurs spécialisés dans la cuisine. C étaient eux qui fabriquaient et vendaient ces sucreries. Et les sucreries N n'étaient pas vraiment rares à la surface grâce à eux. Eh bien, j'ai pris une bouchée en tremblant. Et dès que j'ai goûté aux sucreries pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir été éclairé. J'ai commencé à dévorer les sucreries comme un fou. Et Engine a pensé qu'ils avaient un nouveau toxicomane au sucre en herbe parmi eux. Juste à ce moment-là, un gars bizarre avec une tétine dans la bouche est arrivé et a commencé à me fixer du regard. Et je me suis demandé s'il visait aussi les sucreries. Je ne voulais rien partager, mais je me suis quand même forcé à donner un bonbon au gars bizarre, qui l'a juste arraché de ma main et a montré une mauvaise attitude. Je ne me suis pas vraiment préoccupé de lui, et j'ai continué à manger des sucreries, jusqu'à ce que j'ai une réaction étrange et que je me transforme en un ballon, effrayant Zanka. Quoi qu'il en soit, une fois que j'avais digéré toutes les sucreries et que j'ai été revenu à la normale, il était temps que mon entraînement commence. Mais je ne pouvais pas puiser dans le pouvoir du couteau que je tenais. Rio et Engine se sont moqués de moi, me demandant si j'avais oublié comment accéder à mon pouvoir après le sucre. Mais Zanka pensait logiquement. Il a estimé que puisque j'aimais réparer les objets cassés, j'avais besoin d'un type d'objet cassé pour activer leur pouvoir. Il a immédiatement ramassé quelques objets à la décharge locale et m'a demandé s'il y avait quelque chose ici qui me semblait approprié. J'ai immédiatement ramassé un objet triangulaire cassé et j'ai utilisé mon pouvoir pour le transformer en une sorte d'arme. Tout le monde a été impressionné par la déduction de Zanka, et il était très fier qu'Engine le félicite. Ensuite, il m'a demandé d'essayer de réveiller d'autres objets en même temps, et j'ai réussi à transformer 2 autres objets en armes.
Cependant, j'ai soudainement eu un saignement de nez violent et je me suis effondré, et Engine a remarqué qu'il l'avait vu le jour de leur première rencontre. Il a dit que la qualité de mes gants était peut-être si élevée que mon corps ne pouvait pas suivre. Je lui ai demandé ce qu'en était la qualité, et Engine a expliqué que plus un objet était soigné longtemps, plus il devenait puissant et plus sa qualité était élevée. Les objets de haute qualité étaient plus puissants, mais ils consommaient aussi plus d'énergie. Zanka a acquiescé, et il pensait que si j'avais pris soin de mes gants depuis mon enfance, ils seraient certainement de grande qualité. Cependant, il s'est également demandé si cela avait un rapport avec la collection que Jabber avait mentionnée. Pendant ce temps, je me suis demandé pourquoi les armes que j'activais finissaient par se transformer en poussière. J'ai dit que les objets actuels étaient parfaitement corrects, et je me suis demandé s'il y avait une limite de temps. Cependant, Rio avait une autre théorie. Elle pensait que les objets pouvaient disparaître parce qu'ils avaient accompli leur but. Elle a dit que mon pouvoir était de réparer et de faire ressortir le plein potentiel des choses que d'autres avaient jetées. Ce faisant, je donnais aux objets une chance d'accomplir leur but, et une fois qu'ils avaient terminé, ils disparaissaient. Zanka était d'accord avec cette idée, affirmant que le talisman de gris ne disparaissait qu'après la fin du combat, et je me suis senti soulagé. Engine a également aimé cette théorie, et il m'a dit que je ne détruisais pas le talisman ou tout autre objet que j'avais utilisé. Au lieu de cela, il voulait que je considère cela comme donner une dernière chance aux objets abandonnés et brisés de briller de mille feux. J'ai finalement réalisé que mon pouvoir N n'était pas de tout détruire, mais de leur donner une chance de briller. À ce moment-là, Rio m'a posé des questions sur les objets de la collection que Jabber avait mentionnés, et j'ai commencé à me demander s'il y avait beaucoup d'objets comme mes gants. Rio m'a ensuite demandé si mes gants avaient un nom, et j'ai été confus par la question. Rio m'a dit que lorsque tu aimes quelque chose, tu lui donnes un nom. Ses ciseaux s'appelaient le déchiqueteur, le parapluie d'Engine s'appelait Humbreaker, et Zanka appelait sa baguette Lovely Assistaf. J'ai été surpris d'entendre tout cela, et Engine m'a ensuite dit de trouver rapidement un bon nom pour mes gants. Cette nuit-là, je lavais mes gants, et quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai été choqué de voir Rio allongé sur mon lit. J était complètement figée, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Rio a répondu que sa chambre était juste à elle, étage, donc elle pouvait m'entendre gémir et me plaindre. Elle s'inquiétait pour moi, et avait utilisé la fenêtre pour entrer dans ma chambre. J'ai maintenant compris la situation, et Rio m'a demandé si j'avais mal, car les blessures sur mes mains avaient l'air horribles. J'ai immédiatement caché mes mains, et je lui ai dit qu'elles faisaient beaucoup moins mal quand je portais mes gants, mais que je devais les laver souvent. Rio m'a demandé d'où venaient ces blessures, car elles avaient l'air pires que des brûlures. J'ai dit qu'elle devait demander à mes parents biologiques à ce sujet, et Rio a compris ce que je voulais dire. Elle a dit que les parents nous donnaient beaucoup de choses, le traumatisme psychologique étant en tête de liste. Le lendemain, Engine m'a emmené voir le chef, qui a dit que puisqu'il restait un peu de temps pour que mon masque intégral soit terminé, Engine devrait s'occuper du reste des préparatifs. J était confus à ce sujet et Engine m'a dit que le masque intégral était le masque que tous les nettoyeurs devaient porter lorsqu'ils entraient dans le désert. Il a sorti le sien pour me le montrer et a ensuite dit qu'ils avaient un artiste parmi eux qui était spécialisé dans la fabrication de ces masques. Mais C était un excentrique atteint d'un TDAH extrême. Il ne pouvait donc pas travailler si quelqu'un mentionnait même une date limite devant lui. Il fabriquait actuellement mon masque, et il semblait que cela allait prendre du temps. Corvus a dit qu'en attendant, il terminerait les préparatifs en enchantant une incantation sur moi. Cela m'a encore plus troublé. Ainsi, la dame de la réception a expliqué qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans les zones de déchets, et que pour s'assurer que les nettoyeurs avaient suffisamment de chances pour les éviter, ils avaient un autre artiste, qui peignait un enchantement protecteur sur. Le chef l'avait autorisé à peindre tout ce qu'il voulait, alors parfois il peignait autour du quartier général. Mais récemment il semblait être occupé dans une autre ville. Engine a dit qu'il irait à Canvastown pour trouver l'artiste et qu'il amènerait toute une équipe. L'équipe était composée de Zanka et Rio, ainsi que de Gris et Follow avec quelques personnes de Lee, équipe d'Engine. Il m'a présenté chaque personne et a dit que normalement ils amèneraient 5 aides. Mais parce que le désert était plus dangereux, ils n'amèneraient que 3 aides des élites et augmenteraient le nombre de givers. À ce moment-là, le grand gars nommé Delma est arrivé, et j'ai été intimidé par sa taille. Delma a soudainement commencé à me crier au visage, disant qu'il avait entendu l'histoire de ma vie et qu'il se sentait en colère parce que les gens sur le plan céleste faisaient de la discrimination entre les êtres humains. Il a déclaré qu'il aimait les personnes passionnées comme moi et a essayé de me recruter dans son équipe. Mais à ce moment-là, son coéquipier Tamzi est arrivé et l'a arrêté. Il a dit que, puisque Jin m'avait recruté dans son camp, il ne devrait pas essayer de me voler. À ce moment-là, Engine s'est joint à la fête et a demandé à Delma de faire un de ses discours passionnés caractéristiques. Alors que Delma grinçait des dents, Zanka s'est bouché les oreilles juste à temps, avant que le géant ne commence un discours sur le fait qu'il n'abandonnerait jamais, malgré les défis qu'il rencontrait. Sa passion était contagieuse, et après un moment de confusion, même moi, j'ai rejoint les autres qui criaient. Cependant, une fois qu'ils sont montés dans le véhicule pour se rendre à Canvastown, tout le monde est devenu silencieux. Peu de temps après, leur destination est apparue et j'ai été hypnotisé en la voyant car elle ressemblait à un projet artistique même de loin. Lorsqu'ils sont arrivés aux portes de la ville, j'ai remarqué que tous les murs étaient recouverts de graffitis. Mais J était plus curieux de la structure en forme de dôme. Tamzi m'a dit que la plupart des villes avaient une sorte de dôme pour les protéger des débris spatiaux, qui était suffisant pour tuer. Je me suis senti mal à ce sujet, mais Tamzi m'a dit de ne pas me sentir coupable,
car C était la faute de ceux qui jetaient les ordures. Au même moment, 2 hommes à la porte essayaient d'entrer dans la ville, mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas passer la porte, même si elle était grande ouverte. Ils continuaient à heurter un mur invisible, mais Onjin et son équipe ont traversé la porte normalement. Les 2 autres ont été surpris par cela, tout comme moi, mais Onjin m'a dit de simplement traverser la porte, car si je n'avais pas de mauvaises intentions en tête, la porte ne m'arrêterait pas. Je suis immédiatement passé par la porte, réalisant que les 2 gars qui étaient bloqués étaient une sorte d'idiots. Quoi qu'il en soit, une fois entré dans la ville, j'ai vu encore plus de graffitis et encore plus de bombes, de peintures vides éparpillées partout. Onjin m'a dit que beaucoup de gens à la surface aimaient peindre, mais que la plupart ne respectaient pas leur art. On disait que la ville de Canvas avait été créée pour que les artistes puissent peindre où ils voulaient. J'ai demandé s'ils étaient ici pour voir ces peintures et Onjin m'a dit qu'ils étaient là pour trouver le giver qui pouvait enchanter n'importe quoi avec son art. J était confus à ce sujet. Alors Onjin m'a donné un exemple. Il a dit que si le giver voulait protéger un mur d'une attaque, il pouvait insuffler ses émotions dans son life item et ensuite les transformer en magie en peignant sur le mur. Il a ensuite dit que les 2 gars à l'extérieur ne pouvaient pas entrer dans la ville, parce que le giver avait pas un enchantement interdisant à ceux qui avaient de mauvaises intentions d'entrer dans la ville. J'ai dit que son pouvoir semblait vraiment fou, et Onjin a fait remarquer que son life item était assez rare. Il essayait d'expliquer que le giver avait en fait hérité du life item de quelqu'un. Quand un enfant est arrivé en courant et l'a percuté, tombant au sol. Il a essayé d'aider l'enfant à se relever, mais il a commencé à pleurer et s'est enfui. Onjin est resté silencieux à ce sujet, et Ryo a commencé à le taquiner parce qu'il avait fait pleurer l'enfant. À ce moment-là, le maire de la ville est également arrivé, et Onjin a été très heureux de le voir. Il a dit qu'ils étaient venus rencontrer leur ami Gob, parce qu'ils avaient un travail pour lui. Il lui a demandé où il travaillait maintenant, mais le maire lui a dit avec le cœur lourd que Gob était décédé ce matin. Le maire a ensuite emmené tout le monde chez Gob, disant qu'il était mort de pollution corporelle. Il N était pas satisfait de peindre dans la ville, et il S était rendu dans les zones polluées pour peindre. Le maire était sûr que Gob oubliait souvent son masque lorsqu'il peignait, et qu'en conséquence, l'air mortel avait détruit son corps de l'intérieur. Onjin était dévasté par cette nouvelle. Et alors qu'il rendait hommage à son ami disparu, je me suis souvenu que j'avais vu Gob peindre un mur au quartier général. À Pövelpok, Onjin avait dit beaucoup de bonnes choses à son sujet, qu'il était quelqu'un qui ne se laissait jamais distraire par ce qu'il voulait faire. J était sous le choc en essayant d'accepter la mort de Gob, mais Tamzi m'a dit de ne pas être trop choqué car beaucoup de gens à la surface mouraient de pollution corporelle. Le maire a dit que Gob avait décidé de son successeur avant de mourir. Et C était l'enfant nommé Remlin qu'Onjin avait percuté plus tôt. Il a parlé de la façon dont les magiciens étaient choisis par le précédent utilisateur du pinceau, et ils se transformaient instantanément en giver en recevant le pinceau. Cependant, il estimait que cette responsabilité était trop lourde pour le jeune Remlin, car le magicien était comme le représentant de leur ville. J était choqué d'apprendre cela. Mais Follow et Tamzi m'ont dit que le transfert d'un life item était très rare, mais que cela avait du sens, car le pouvoir du life item était déjà éveillé, et la personne qui le recevait n'avait que à avoir le potentiel de devenir un giver. Le maire a ensuite dit que Remlin et Gob étaient comme des frères, il devrait donc laisser aux enfants un peu de temps pour se remettre de la perte. Il a dit à Onjin que lui et ses amis nettoyeurs seraient retardés à cause de cela. Mais Onjin lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se précipiter dans une situation aussi délicate. Le maire a soudainement éclaté en sanglots, disant que Gob avait peint avec trop de joie dans son cœur, et qu'il ne pouvait pas croire qu'il était mort. Onjin comprenait parfaitement ses sentiments, car il avait toujours été émerveillé chaque fois qu'il voyait Gob peindre avec un sourire éclatant sur son visage. Il a décidé qu'il reviendrait une fois que les choses se seraient calmées. Mais avant de partir, il a demandé à Remlin de prendre soin d'elle. Cependant, elle s'est soudainement levée, déclarant que le temps de la tristesse était passé. Cela a surpris tout le monde, et Remlin a immédiatement arraché le pinceau des mains du maire, et s'est enfui. Tout le monde l'a suivi et l'a trouvé sur un toit avec des boîtes de peinture. Elle a dit que même si elle était triste que Gob soit mort, elle savait qu'il ne pourrait pas profiter de l'au-delà s'il voyait tout le monde pleurer derrière lui. C'est pourquoi elle voulait lui dire adieu, de la manière qu'il aurait le plus aimé. Et C était en célébrant la vie et l'art. Elle a immédiatement activé le pinceau, le faisant grandir et dessiner un cercle magique sur le sol, transformant les boîtes de peinture en rampes de lancement de feux d'artifice. Alors que les boîtes de peinture lançaient des feux d'artifice colorés dans le ciel, tout le monde en ville fut inspiré et se précipita pour créer de l'art. Remlin était heureuse de voir cela, car C était ce que Gob aurait voulu, et je la regardais avec émerveillement. Peu de temps après, Remlin a peint sa dernière œuvre d'art sur mon visage et en était très fier. Elle m'avait transformé en clown et je n'en étais pas vraiment content. Mais Remlin ne pouvait s'empêcher de rire en me regardant. Pendant que je m'aime, énervé contre elle, Onjin parlait au maire, disant qu'il connaissait maintenant le critère exact que les mages utilisaient pour choisir un successeur. Le maire a confirmé et a dit que Remlin était aussi excentrique que Gob. Onjin lui a demandé combien de mages il y avait eu au total, et le maire a répondu que Remlin était probablement la 6e, car les mages ne laissaient leur histoire que par l'art. Pendant ce temps, Remlin s'est présentée à moi et m'a demandé ce que je voulais qu'elle dessine et où. Elle a commencé à parler de ses pouvoirs et de la façon dont il ne fonctionnait pas bien si elle, n'était pas autorisée à dessiner dans un endroit.
Engine s'est souvenu que Gob était pareil, et il a demandé au maire si tous les mages héritaient du même pouvoir. Le maire a répondu qu'ils avaient des pouvoirs similaires, mais parfois des différences. Engine pensait que l'objet leur donnait les mêmes pouvoirs, et que les différences provenaient des différences de personnalité du mage. Mais Remelin a dit qu'il avait tort. Elle croyait que leurs pouvoirs s'avéraient similaires, parce qu'ils étaient tous une bande d'excentriques qui aimaient jouer sur le champ de bataille. Elle a dit qu'ils dessinaient des ballons et des fleurs dans des scènes de combat intenses, parce qu'ils aimaient les messages de liberté et de pouvoir dans leur art. Elle croyait que C était le facteur décisif chaque fois qu'un mage choisissait son successeur. Mais Engine ne comprenait pas grand-chose à ce qu'elle disait. Il en a conclu que les mages avaient les mêmes pouvoirs, parce qu'ils pensaient de la même manière. Mais Remelin N n'était pas d'accord non plus avec cela. Elle a dit qu'ils avaient des façons de penser différentes et qu'ils dessinaient aussi des choses différentes, ce qui a encore plus dérouté Engine. Il a essayé de comprendre exactement ce que Remelin voulait dire, mais le maire l'a arrêté, lui disant qu'il perdrait la tête s'il essayait de discuter avec un artiste ou un platiste. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à Remelin que je voulais qu'elle dessine quelque chose sur mon dos pour me protéger d'un coup grave. Remelin était prête pour le travail et a immédiatement transformé son pinceau en un pistolet de tatouage pour rendre son œuvre d'art permanente. Le maire et Engine ont été choqués par cela car ils pensaient initialement que Remelin avait juste trouvé un pistolet de tatouage quelques canets. Mais il s'est avéré qu'elle pouvait transformer le pinceau en n'importe quel outil répondant à ses besoins du moment. Finalement, ils l'ont empêché de tatouer le sort sur mon corps. Mais Remelin a dit que si elle dessinait avec de la peinture à l'eau, elle partirait après ma première douche. Cependant, elle a rapidement trouvé une autre idée, aussi espiègle qu'un tatouage, et m'a demandé la permission de jeter un sort sur mon corps sans me dire quel outil elle utiliserait. Quoi qu'il en soit, Remelin a dessiné un sort non seulement sur moi, mais aussi sur tous les membres du groupe. Et avec cela, ils ont décidé de reprendre leur mission. Remelin était vraiment épuisée après avoir jeté des sorts sur 9 personnes à la fois, mais elle les a quand même accompagnés jusqu'à la porte. À la porte, Engine et les autres ont repéré 2 des anciens perdants, et ils étaient furieux de voir le pinceau dans les mains de Remelin. Ils ont demandé au maire comment il pouvait laisser une enfant comme elle hériter du poste de mage, et ont dit qu'ils étaient plus aptes à devenir le prochain mage. L'un d'eux s'est vanté d'avoir remporté un célèbre concours d'art pour prouver sa valeur, et qu'il ferait un meilleur mage qu'une morveuse. Le maire leur a soudainement crié dessus, et les a immédiatement fait taire. Il leur a dit que des imposteurs comme eux ne se souciaient que de la gloire, et qu'ils ne comprenaient même pas ce que signifiait être un mage. Il leur a dit de s'enfuir immédiatement, car personne à Canvas City ne voulait voir leur vilain visage. Les brutes ont rapidement accepté la défaite face au maire furieux et sont partis, déçus. Engine a fait remarquer que le maire était toujours aussi effrayant quand il était en colère, et lui a dit de rester loin de la porte, car ce N était pas bon pour sa tension artérielle. Sur ce, tout le monde est monté dans le véhicule, et j'ai remercié Remelin d'avoir dessiné sur moi. Elle a souri avec suffisance, et m'a dit qu'elle viendrait aussi bientôt au quartier général pour jouer. Engine les a emmenés avec ça, et j'ai réalisé qu'ils retournaient au quartier général principal. Engine a confirmé, mais il m'a dit qu'avant qu'ils n'atteignent leur base pour les masques, j'aurais une surprise. Je n'ai pas compris de quoi il parlait avant de me retrouver dans un entrepôt rempli de choses incroyables et de déchets. J'ai commencé à baver en voyant elle, équipement intact dans le bâtiment, et Engine m'a dit de prendre mon temps pour choisir ce qui m'attirait, car il n'y avait pas de monstre de déchets à proximité. Je suis devenu fou, en me précipitant dans la décharge, pour trouver les meilleures choses que je pouvais réparer et réutiliser. Zantoun s'est contenté de sourire en me voyant devenir fou à cause des déchets, mais aucun d'eux n'a remarqué que la petite télévision au sommet de la pile de déchets fonctionnait, et montrait l'image d'un homme portant des gants similaires aux miens. Quoi qu'il en soit, les autres et moi sommes arrivés bientôt au quartier général et nous avons été accueillis par un excentrique hurlant que était fini. Je ne savais même pas qui était ce gars ni de quoi il parlait. Et avant que quiconque ne puisse me l'expliquer, la réceptionniste maman a dit qu'elle avait appris le décès de Gob. Cependant, avant qu'elle ne puisse exprimer ses condoléances, le fou l'a interrompu et m'a dit que mon masque était prêt. À ce moment-là, Engine m'a présenté le gars nommé Auguste, disant qu'il s'occupait de leur équipement, et comme il était un artiste, il avait aussi quelques vices de lousse. Auguste a ensuite commencé à vanter sa dernière œuvre d'art, disant qu'elle était vraiment parfaite. Il a raconté qu'il ne m'avait même jamais rencontré auparavant, mais qu'il avait pris mes mesures pendant que je dormais, et qu'il avait ensuite tout appris sur ma personnalité auprès d'Engine et des autres. J'ai été choqué d'apprendre qu'Auguste était entré dans ma chambre et avait mesuré mon visage. Et ce fou a dit qu'il avait de la chance de ne pas avoir verrouillé la porte de ma chambre. Rio a également fait remarquer que je ne dormais même pas beaucoup, ce qui était déjà un exploit rare pour Auguste de me trouver endormi. À ce moment-là, l'infirmière timide d'avant s'est précipitée vers Auguste et lui a dit de se taire, car il la faisait honte devant tout le monde. Il ne tenait même pas compte de sa sœur, et je n'arrivais pas à croire que ces 2 excentriques complètement différents puissent être frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, ils étaient prêts à partir en mission. Et une fois sorti du bâtiment, Engine m'a dit d'enlever mon collier pendant 1 minute. J'ai fait ce qu'il a dit, et puis soudain tous les membres du groupe se sont piqués et coupés les doigts pour obtenir un peu de sang et marquer le collier avec. J était perplexe devant cet étrange rituel démoniaque. Mais Engine m'a dit que leurs colliers étaient des dispositifs de communication, qui leur permettaient de parler à d'autres nettoyeurs qui avaient partagé leur sang avec eux. J'ai demandé si était pour cela que tout le monde sur Terre portait un collier, et Rio a confirmé que cela fonctionnait comme un téléphone.
Elle a dit que le échange de sang donnait le sentiment de être lié par la vie et la mort. Alors elle a vraiment aimé l'idée, et j'ai remis le collier. Je me suis demandé quel genre de technologie cela utilisait, et j'ai ensuite pensé que C était peut-être un autre pouvoir du donneur. Dès que je suis sorti de mes pensées, j'ai vu tout le monde me regarder d'un air menaçant, me disant qu'ils auraient aussi besoin de mon sang. Et J était horrifié. Le rituel D, échange de sang étant terminé, le groupe est finalement monté dans le véhicule et est parti vers les terres désolées pour trouver la femme qui connaissait la barrière. J'avais apporté une tonne de déchets que j'avais trouvés à la décharge tout à l'heure, et Enjar m'a dit que la plupart d'entre eux ne seraient pas utilisés car ils devraient marcher dans les terres désolées et je ne pouvais pas tout transporter. Cependant, j'ai insisté sur le fait que C était tout de la rechange et que nous ne savions jamais quel outil pourrait être utile. Peu de temps après, ils sont arrivés au désert rouge, nommé Penta, l'une des 5 terres désolées de ce monde. Tamzi a été le premier à descendre sur les sables rouges, et quand il l'a inspecté, il a découvert que ce N n'était pas du sable, mais de la rouille. À ce moment-là, il a repéré un monstre de déchets se dirigeant vers eux à grande vitesse, et les autres membres du groupe l'ont également remarqué. Engine a décidé de me laisser m'occuper du monstre de déchets pour ma première chasse. Ayant rejoint le groupe des nettoyeurs, j'ai immédiatement dévalé les pentes de sable avec mon nouveau masque. La bataille a commencé, et l'infirmière d'assistance a commencé à prendre des notes sur les monstres de déchets qu'ils affrontaient. Ryo a décidé de combattre 3 monstres de déchets de type scorpion à la fois, les découpant avec ses ciseaux géants. Une partie du corps du scorpion a roulé, frappant un autre monstre de déchets au loin, qui a cru que Zanka avait fait cela car il se tenait devant lui. Le monstre de déchets l'a attaqué et l'a repoussé. Et Zanka s'est contenté d'esquiver jusqu'à trouver l'occasion parfaite de contre-attaquer. Il a ensuite attaqué la mâchoire du monstre avec son bâton, et a libéré sa véritable capacité à tirer des épines vers l'avant, transperçant la tête du monstre et le tuant sur le coup. Cependant, il ne pouvait pas encore se détendre car d'autres monstres l'avaient encerclé. Mais dès qu'il s'apprêtait à les combattre, Engine fonça sur lui avec son attaque spéciale, abattant tous les monstres déchets sauf un. J'ai décidé de l'affronter moi-même et j'ai foncé sur le monstre. J'ai sorti un clavier pour le combattre, ma puissance a éveillé le potentiel caché du clavier et bien au-delà de moi. La femme dans le désert l'avait remarqué. De retour sur le champ de bataille, je suis devenu le guerrier du clavier que tous les activistes Twitter croient être. Je ne pouvais taper qu'aussi lentement que ma grand-mère de 90 ans. Mais dès que j'ai appuyé sur Entrée, les touches ont commencé à léviter et à voler haut dans les airs avant d'attaquer le monstre scorpion déchet comme des balles, écrivant le mot trou sur son dos avant qu'il ne se transforme en cendre. Tous les monstres étaient vaincus, et Anjin commença à examiner les débris cachés sous la couche de sable rouge. Pendant ce temps, Gris commença à réprimander l'autre support pour avoir pris des notes pendant que tout le monde se battait. Il lui dit que cela pouvait être dangereux si elle, n'était pas entièrement concentrée sur sa survie. Mais la fille lui dit qu'elle oublierait tout si elle attendait la fin du combat. Pendant ce temps, j'essayais de nettoyer le sable et la saleté de mon masque, quand j'ai aperçu une femme dans le nuage de poussière. Cependant, avant que je ne puisse faire un pas vers elle, Delma et Tamzi m'ont trouvé. Je suis tombé par terre, surpris par la voix forte de Delma, qui m'a dit qu'il n'avait pas pu voir mon premier combat à cause de tout le sable. J'ai pensé qu'au moins J était utile maintenant. Mais tout à coup, Delma arrêta de parler et commença à fixer quelque chose juste devant lui. Je me suis retourné aussi, et j'ai été choqué de voir une fille joyeuse marcher vers eux. Delma et Tamzi étaient sur leur garde en voyant la fille vêtue de vêtements inadaptés à cet environnement hostile. Et ils dirent qu'ils ne pouvaient même pas sentir sa présence. Tous les autres se sont également regroupés, et Engine se demanda si elle était la femme des histoires qui avait vu des gens venir de cette peur et revenir. Zanka dit qu'il était trop tôt pour qu'il trouve la femme, et Engine dit qu'il devrait essayer de lui parler et au moins lui demander leur chemin. Cependant, Ryo était un peu plus directe, et elle demanda à la fille si elle avait déjà vu des gens venir de la sphère céleste, ou essayer de revenir. La fille confirma, et Ryo dit à tout le monde qu'ils avaient trouvé la personne qu'ils étaient venus chercher. Engine dit qu'ils avaient eu de la chance cette fois, et puis la fille nommée Amo commença soudainement à tousser. Elle a dit à tout le monde de venir chez elle pour qu'ils puissent parler en paix, car l'air ici, était pas bon pour leur corps. Ryo se méfia d'elle et demanda à Jin si elle devait y aller seule et parler à la fille. Mais il décida qu'ils devaient tous y aller. Il sentait que même si la fille complotait quelque chose, il pourrait toujours avoir une conversation claire. Et si elle devenait réellement un danger, il serait préférable qu'ils soient tous là pour la combattre. Cependant, son plan échoua lamentablement. Et une fois qu'ils arrivèrent chez Amo, remplis de peluches et de poupées effrayantes, Engine vomit et s'effondra. Maintenant, Jay était le seul à être encore conscient. Et alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, Amo me fit un sourire sinistre. Tout a commencé 1 heure avant que mes amis et moi ne décidions de suivre Amo, ignorant son véritable plan. Amo les a conduits à sa maison, une très haute tour soutenue par des rochers de tous les côtés. Tout le monde fut surpris, car il n'avait jamais pensé trouver une telle structure au milieu du désert. Mais je me suis demandé si cette haute tour pouvait m'emmener jusqu'à la sphère céleste. Malheureusement pour moi, la tour N n'était pas aussi haute que je le pensais. Amo ouvrit le portail et invita tout le monde à entrer dans la tour. Une fois à l'intérieur, ils virent une immense porte qui était verrouillée et fortement enchaînée.
aigri, remarqua qu'il n'aimait rien dans cet endroit. Amo lui dit que C était le salon et qu'il était très désordonné, mais qu'il devait aller dans sa chambre pour profiter de son hospitalité. Ils la suivirent à travers la tour étrangement bien entretenue. Et en chemin, Emma leur demanda d'enlever leur masque, car le gaz toxique de l'extérieur ne pouvait pas entrer ici. Elle dit que C était un peu effrayant et irrespectueux de garder leur masque dans sa maison. Quand ils arrivèrent dans sa chambre, tout le monde enleva ses masques, et Amo fut vraiment étonné de voir leur visage. Ils furent également surpris de constater que sa chambre était assez étrange par rapport à l'environnement, et l'assistante le nota également. Je me suis demandé comment elle avait pu obtenir tant de choses au milieu de ce désert pollué. Mais ensuite, Amo leur demanda de quoi ils voulaient parler. J'ai hoché la tête à Engine avant de m'approcher d'Amo et de lui demander si elle pouvait me parler des personnes qui pouvaient se déplacer librement entre la surface de la Terre et la sphère céleste. Amo n'aimait pas ce sujet et dit qu'il devait plutôt parler de qui ils aimaient et de choses similaires. Tout le monde fut silencieux à cela et Amo dit qu'elle aimait les gens qui sentaient fort et que l'odeur était plus importante pour elle que le visage. Je me suis demandé si Kei était la sœur disparue depuis longtemps de Tanjiro, et puis Amo prit une profonde inspiration pour déclarer que le grand gars derrière elle était le plus attrayant pour elle. Elle commença à rire comme une folle, me faisant frissonner. Alors Engine décida de prendre le contrôle de la conversation. Il demanda à Amo si parler de romance était le prix qu'elle exigeait pour leur donner des informations. Il dit qu'il voulait en savoir plus sur les personnes qui pouvaient voyager entre la surface de la Terre et la sphère céleste. Et si elle voulait parler d'amour et de ceux qu'elle aimait en échange, alors il n'avait aucun problème. Amo devint soudainement furieuse en entendant cela, et elle commença à crier qu'ils étaient tous des égoïstes venus ici seulement pour profiter d'elle. Elle dit qu'elle était vraiment heureuse que quelqu'un vienne lui parler, mais qu'il ne serait probablement pas venu ici s'il n'avait pas un autre objectif en tête. Elle commença à perdre le contrôle, et Engine réalisa qu'il avait gâché les choses. Il essaya de prendre le contrôle de la situation, et dit soudainement à Amo qu'il l'aimait, choquant tous ses amis. Cependant, il gâcha les choses une deuxième fois en disant cela, car même Amo put se rendre compte qu'il mentait. Elle hurla qu'elle détestait les menteurs. Alors, Engine décida de dire la chose la plus sincère qui lui vint à l'esprit à ce moment-là. Il dit à Amo qu'elle devrait mieux se couvrir, car il était distrait rien qu'en la regardant. Eh bien, ce fut le troisième coup, et Amo perdit complètement son calme. Elle dit que les gars qui voulaient contrôler la liberté des femmes étaient les pires, et activa son pouvoir pour le combattre. Engine avait depuis longtemps le pressentiment que cette fille était une donneuse. Mais ensuite, j'ai remarqué que ses bottes avaient les mêmes marques que mes gants. J'ai ressenti une étrange résonance avec son pouvoir. Et puis, tout à coup, Amo dit à Delma de tirer. Engine ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, mais quand il se retourna, il vit Delma pointer un tuyau d'eau vers lui. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, Delma tira sur Sanjin, l'abattant avec une haute pression d'eau. Tout le monde fut choqué de voir cela, et ils demandèrent à Delma comment il avait pu faire cela, mais Ilven était clairement plus lui-même. J'ai crié sur Amo, lui demandant ce qu'elle avait fait à Delma. J'ai dit que ses bottes avaient les mêmes marques que mes gants, et je lui ai posé la question aussi. Mais Amo ignora complètement cette partie et revint à sa question initiale, demandant à tout le monde quel genre de personnes ils aimaient. Tout le monde resta silencieux à cela, et Amo leur demanda pourquoi ils ne disaient rien, car c'est ainsi que la communication fonctionne. Elle dit que ce ne serait pas amusant si elle était la seule à parler, car elle avait rarement des invités ici. Amo dit qu'elle aimait les invités à l'exception des fauteurs de troubles comme Engine, et demanda à tout le monde de reprendre la conversation. Soudain, Zanka commença à marcher vers elle car il comprenait comment gérer cette folle. Elle écoutait que les joueurs qui suivaient le thème qu'elle choisissait ou ceux qui essayaient de l'arrêter. Eh bien, il a choisi la deuxième option car il ne laisserait personne faire du mal à son idole sans être puni. Il traita Amo de vache et dit qu'elle était son ennemie. Donc, il tout mêle, écraserait. Amo commença à pleurer en entendant cela et demanda comment il pouvait la traiter de Satsine vache. Elle supposa qu'il la traitait mal alors même qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle dit qu'elle était vraiment blessée, mais Zanka réalisa qu'une attaque était imminente, et il esquiva à temps un coup violent de Delma. Zanka était sûr que Delma était contrôlée comme une marionnette par les munitions, mais il s'avéra que son contrôle était encore plus profond que cela. Delma commença soudainement à crier sur Zanka, lui demandant comment il pouvait blesser la fille fragile avec ses mots durs. Il se tint devant elle, disant qu'Amo était la raison pour laquelle il se battait, et qu'il ne laisserait personne lui faire du mal. Alors que tout le monde pensait qu'il avait été soumis à un lavage de cerveau, Tamzi affirma qu'il le pensait vraiment. Il connaissait Delma assez bien pour dire qu'il était sérieux maintenant, et cela signifiait qu'il agissait de sa propre volonté. Personne ne comprenait comment cela pouvait être. Mais ensuite Amo leur dit que le grand gars était son fan depuis longtemps. Cela n'avait toujours aucun sens pour eux, car Delma ne trahirait pas ses amis juste pour une fille. Cependant, Amo insista sur le fait qu'il les trahirait tous, juste pour l'aider. Sur ses ordres, Delma activa son objet vital, qui était un tuyau d'eau, et il devint plus grand et plus fort avec le tuyau d'eau. Alors que tout le monde se préparait à combattre Delma, je me suis blâmé d'avoir provoqué une bataille Ugjai. Soudainement, j'ai commencé à entendre des voix me disant que j'avais raison, et que la lignée souillée d'un criminel ne ferait que causer des problèmes où qu'il aille.
Alors que je commençais à sombrer dans des pensées négatives et d'autodérision, j'ai entendu la voix d'Amo dire qu'il y avait un autre de ses fans ici. Elle dit qu'elle voulait juste que tout le monde reste ici et s'amuse. Mais si quelqu'un essayait de briser ce plaisir, elle ordonnerait à son deuxième fan de s'occuper d'eux, une fois pour toutes. Pendant ce temps, je suis revenu à mon cauchemar. Et cette fois, les gardes de la sphère céleste étaient là pour m'attraper. J'ai commencé à halter et à respirer fort en les voyant. Et puis un garde a essayé de m'attaquer. Heureusement, Tamzi m'a sorti de là et m'a en même temps sauvé de l'attaque de Delma. Il a dit à tout le monde que l'objet de vie de Delma était un tuyau d'arrosage, parce qu'il aimait arroser les plantes et les regarder grandir. Maintenant, son objet de vie fait que tout ce qu'il touche absorbe de l'eau, y compris les cellules humaines. Lorsque les cellules humaines absorbent trop d'eau, elles peuvent éclater comme un ballon, tuant sa cible instantanément. Mais avant aujourd'hui, Delma n'avait jamais utilisé cette capacité sur des humains. Tamzi était sûr que Delma avait arrosé Engine par derrière pour le neutraliser. Mais personne ne pouvait comprendre comment il avait pu faire cela sans être remarqué. Tamzi a expliqué qu'il y avait différentes configurations sur le pulvérisateur et que Delma devait avoir utilisé la configuration silencieuse du pulvérisateur pour passer inaperçu. Rio a dit aux garçons qu'ils parlaient trop alors qu'ils avaient de plus gros problèmes à résoudre. Elle a dit que quelqu'un devait aider Delma à se calmer, car sinon il les battrait tous, et elle s'est portée volontaire pour le faire. Elle s'est dirigée vers le grand homme pendant que tout le monde lui disait qu'elle était trop imprudente. Cependant, Rio a cru Emma qu'il y avait un autre de ses admirateurs là-bas, et c'est pourquoi elle ne pouvait faire confiance à aucun homme. Cependant, quand elle s'est retournée pour les regarder fixement, Zanka lui a dit de regarder devant elle. Elle s'est retournée juste à temps pour voir Delma lui tirer un jet d'eau à haute pression, créant un trou dans le mur. Heureusement, Rio a esquivé l'attaque à temps, et Amo s'est moqué d'elle parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance à ses amis. Maintenant, elle a dit que rien ne serait arrivé si tout le monde l'avait écoutée, et avait seulement parlé de ses penchants romantiques. Elle leur a dit qu'ils avaient encore une chance de se livrer à des ragots romantiques, et Tamzi a pensé qu'elle était folle. Puis, il s'est tourné vers moi et m'a dit de me lever. Mais je tremblais, car mes hallucinations devenaient de plus en plus fortes. Maintenant, il voyait Tamzi et Zanka comme des policiers de la sphère céleste, et se demandait comment il était arrivé là. Tout le monde était confus par cela, mais ensuite ils ont remarqué une odeur étrange dans l'air. J'ai aussi remarqué cela, et le monde illusoire autour de moi a recommencé à changer. J'ai entendu la voix d'Amos, me disant que si la plupart des gens ne pensaient que à ce qu'ils avaient vu et entendu lorsqu'ils parlaient de souvenirs, elle pensait à l'odeur. Son apparence a soudainement commencé à changer, alors qu'elle me disait que si je ne lui parlais pas de mes penchants romantiques, elle me ferait revivre mes souvenirs. Emo s'est transformée en Chiwa, la fille de la sphère céleste que j'aimais, et la scène a changé pour devenir la falaise où je l'avais rencontrée pour la dernière fois. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Et puis, la fausse Chiwa a sorti le jouet que je lui avais donné. Elle a dit qu'elle le chérirait pour toujours. Mais J était en colère à cause de cela, car elle avait jeté le jouet pendant que je regardais. Alors que je revivais mon traumatisme en 4K, Tamzi a finalement réalisé qu'Amo faisait en sorte que les gens voient quelque chose qui les transformait en ses alliés. Amo a répondu qu'elle ne montrait rien à personne. Au lieu de cela, elle a utilisé ses bottes pour créer une odeur qui les faisait penser à des moments heureux. Et une fois que les gens étaient perdus dans leurs souvenirs, il la protégeait toujours. Elle a soudainement réalisé qu'elle avait trop parlé. Et puis Tamzi et Zanka ont remis leur masque, disant que s'ils pouvaient juste bloquer l'odeur, ils iraient bien. Zanka a ajouté que tous les souvenirs de ceux qu'ils aimaient n'étaient pas heureux, et que si quelqu'un commençait à détester ceux qu'il avait aimés, le pouvoir d'Amo se retournerait contre elle. Elle était furieuse à ce sujet, et l'a traité d'idiot pour l'avoir sous-estimé. Elle a déclaré que son pouvoir faisait seulement rêver les gens à des moments heureux. Et au même moment, J était confronté à une pagaille émotionnelle. Même si je détestais Chiwa pour avoir jeté le jouet, je ne pouvais pas être en colère contre elle. Le sentiment d'être heureux et amoureux a commencé à me submerger, et j'ai eu une envie soudaine de la protéger. J'ai vu Tasmi et Zanka comme deux soldats qui harcelaient Chiwa, et quand elle a appelé à l'aide, je me suis précipité vers elle, projetant les deux hommes. Zanka m'a crié dessus, mais J était trop loin pour entendre sa voix. Je pensais toujours qu'ils étaient des soldats de la sphère céleste, et je leur ai dit que je, était plus aussi faible qu'avant. J'ai déclaré que j'avais maintenant le pouvoir de protéger ceux que j'aimais, et que j'utiliserais ce pouvoir pour leur botter le cul. Zanka et Tamzi ont réalisé que la situation était très mauvaise maintenant, mais elle est devenue encore pire peu de temps après. Rio et Follow ont également été endoctrinés par la capacité d'Amos, et ils ont commencé à marcher vers elle, disant qu'ils la protégeraient. Maintenant, seuls Zanka, Tamzi et Gris étaient encore conscients. Et alors qu'ils se demandaient comment sortir de cette situation, Tamzi a décidé d'utiliser sa capacité sur ses amis, bien qu'il n'ait jamais voulu le faire. Pendant ce temps, Delma se souvenait des moments heureux de sa vie, où il plantait des arbres avec sa femme, parce qu'elle les aimait. Elle était si heureuse qu'ils aient réussi à faire pousser leur premier arbre à une taille respectable, après tant d'efforts. Mais Delma voulait remplir leur maison de plantes pour montrer que l'espoir pouvait germer même dans un monde pollué comme le leur. Maintenant, le pouvoir d'Amo lui faisait penser qu'elle était sa femme et la mienne. Rio et Follow étaient également dans des illusions similaires. Elle a demandé à Zanka et Tamzi s'ils pensaient toujours pouvoir la vaincre,
et Tamzi a sorti sa bobine de fil et l'a transformée en bâton. Delma pensait que Tamzi et les autres étaient les voyous qui avaient blessé sa femme, et il était furieux contre eux. Il s'est précipité sur eux en même temps que moi et les autres, mais Tamzi a rapidement activé sa capacité, projetant des épaisses cordes dans toutes les directions. En un instant, tout le monde était ligoté dans ces cordes. Mais Amo n'y a pas beaucoup réfléchi. Elle a demandé à ses admirateurs de faire quelque chose pour elle, et Rio a lutté pour se libérer des cordes qui se resserraient autour de ses jambes. Tous les autres ont fait de même, et Tamzi leur a dit que plus ils bougeaient, plus les cordes se resserreraient autour d'eux. Cependant, aucun d'entre eux ne semblait s'arrêter, et Tamzi était frustré, car il pensait que ce niveau de douleur serait suffisant pour les faire sortir de là. Amo l'a traité d'idiot pour avoir blessé ses propres amis, mais elle lui a dit que ce serait inutile, car une fois que quelqu'un l'avait aimé, il supporterait n'importe quelle douleur pour l'aider. Elle a ri et a dit qu'il y aurait du sang, mais ensuite Tamzi lui a parlé de son objet de vie. Il lui a dit que C était un bâton pour enrouler du fil et l'a ensuite immédiatement fait tourner, ramenant tous les fils sur la bobine. Tout le monde a été tiré vers lui avec les cordes et quand elle a cessé de s'enrouler, moi et les autres nous sommes retrouvés piégés dans un solide mur de cordes. Avec eux, Tamzi avait également attrapé Amo, qui était maintenant suspendu la tête en bas du plafond. Tamzi lui a dit de ramener tout le monde à la normale, tandis que Zanka était un peu déçu, car il n'avait rien eu à faire cette fois-ci. Tamzi a répondu qu'il avait traité Amo de vache, ce qui l'avait énervé, et que cela devrait compter pour quelque chose. Gris, d'autre part, s'est précipité vers Tom, le support féminin, qui vérifiait Engine. Gris était content de l'avoir porté son masque, mais malheureusement Engine N était toujours pas opérationnel. Tom lui avait mis le masque par précaution, et maintenant il ne pouvait qu'attendre la fin du combat. D'autre part, Amo a commencé à souffrir à cause des cordes, et elle a maudit Tamzi, lui disant que personne ne l'avait traité aussi brutalement depuis longtemps. Elle a soudainement commencé à pleurer et à demander de l'aide. Mais Zanka pensait que personne ne se libérerait de ces solides cordes. Eh bien, cela n'allait pas empêcher Delma et les autres d'essayer. Ils ont utilisé toute leur force pour échapper des cordes. Même si les cordes commençaient à leur couper les mains, Tamzi était frustré d'essayer de se retenir pour ne pas blesser ses amis. Et il a décidé d'arrêter Delma en premier car il semblait être le plus motivé pour aider Amo. Il a soudainement contrôlé les cordes autour de Delma, les faisant tourner rapidement. Delma s'est fondamentalement transformée en une toupie Beyblade super lourde qui a percé les étages jusqu'à atteindre le sous-sol. Cependant, ce n'est pas tout ce que son attaque spéciale a fait. Zanka s'est juste accroché à un morceau de plancher pour ne pas tomber au même étage que Delma. Il a dit à Tamzi qu'il avait été trop loin car les autres étaient également en pagaille. J'avais une barre de fer transperçant mon ventre, tandis que Delma était ensevelie sous les décombres. Rio et Follow gisaient également inconscients dans une mare de sang. Mais Tamzi pensait qu'il avait bien géré la situation. Alors que Zanka lui criait dessus pour avoir tué ses propres amis, Amo a commencé à se moquer d'eux, leur disant que était ce qui arrivait à ceux qui ne lui parlaient pas. Elle a dit que la moitié d'entre eux étaient morts maintenant parce qu'ils ne jouaient pas avec elle, et Zanka a blâmé Tamzi pour tout cela. Cependant, il semblait que Ja était toujours en vie, et j'ai retiré la barre de fer de mon ventre. Tamzi s'est tourné vers Zanka avec un regard menaçant, et Zanka a eu peur qu'il soit également sous l'emprise d'Amo d'une manière ou d'une autre. Cependant, Tamzi lui a simplement demandé s'il l'avait oublié. Zanka ne savait même pas de quoi il parlait, et Tamzi lui a rappelé le mantra que Remlin avait dessiné sur eux tous, les protégeant d'un coup fatal. Zanka a réalisé alors que tout le monde se levait et se sentait immédiatement mieux, et Amo ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Soudain, elle a vu Engine derrière elle, et il lui avait pris ses bottes sans qu'elle le sache. Amo était si choqué qu'il lui a fallu quelques secondes pour réagir. Et pendant ce temps, Engine a dit qu'il détestait les gens qui ne portaient pas de chaussettes avec leurs chaussures. Amo s'est alors soudainement précipité sur lui, lui disant de lui rendre ses bottes, car elle ne lui pardonnerait pas si elle perdait l'odeur de cette personne spéciale. Engine s'est demandé ce que cette odeur avait de si spécial, et il a décidé de l'essayer et a pris une inspiration. Il a immédiatement regretté d'avoir le libre arbitre, mais Amo a continué à se battre avec lui pour récupérer les bottes. Engine lui a dit qu'il les lui rendrait si elle annulait ses capacités et libérait tout le monde de son contrôle. Et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs avec une seule botte, donc tout le monde a été libéré. Pendant que moi et les autres nous nous asseyions en silence à nous demander ce qui leur était arrivé quelques minutes plus tôt, Delma a repoussé les lourdes dalles de béton qui le recouvraient. À ce moment-là, Tamzi et Zanka se sont dirigés vers lui, et Delma leur a demandé « Que s'est-il passé ici ?» Tamzi lui a dit qu'il avait été affecté par le pouvoir d'Amo, ce qui lui avait fait croire qu'elle était très proche de lui et qu'il était battu très fort pour la protéger. Delma a été choqué d'entendre cela, mais la partie la plus douloureuse pour lui était que sa femme était toujours morte. Pendant un instant, il avait espéré pouvoir la récupérer, mais maintenant que la dure réalité le frappait, il était complètement effondré. Zanka a remarqué que tous les autres affectés par le pouvoir d'Amo étaient également abattus, car après la fin de leur rêve de jour heureux, la réalité avait dû les blesser énormément. Peu de temps après, tout le monde a mis ses masques, et Engine a alors décidé de rendre les bottes à Amo. Alors que tout le monde se demandait quoi faire d'elle, Engine a dit que même si ses pouvoirs étaient fous, Amo-N était qu'une petite fille impuissante, et il ne se sentait pas à l'aise de lui faire du mal. Il ne voulait pas non plus lui prendre les bottes qui signifiaient tant pour elle. Il pensait donc que lui apprendre à ne pas blesser les autres était peut-être la meilleure chose à faire pour le moment.
Cependant, Amo a soudainement recommencé à agir avec insolence, leur disant qu'ils étaient responsables de la destruction de sa maison. Zanka s'est fâchée de son attitude et a essayé de la raisonner, mais j'ai alors enlevé mon masque et j'ai commencé à marcher vers elle. Amo m'a demandé si je ne supportais pas son odeur, mais elle ne savait pas ce que je préparais vraiment. Dès que je l'ai approchée, je lui ai donné un coup de poing retentissant. Amo a ressenti le choc du coup avant que la douleur ne la frappe, mais je ne lui ai pas laissé le temps de riposter. Je suis monté sur elle et j'ai commencé à la frapper sans relâche, mais heureusement, Engine et les autres m'ont arrêté et ont sauvé la fille. Une sorte de malédiction commençait à cesse, éveillée en moi. Et quand Gris m'a dit d'arrêter, j'ai fait une pause. Gris m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'aller si loin car il savait déjà comment annuler les capacités d'Amo. Et surtout, Sek était une fille. Je lui ai dit que je me fichais qu'Amo soit une fille ou non, car le marteau de la justice était unisexe. La malédiction commençait à me consumer alors que je demandais à Gris si je devais laisser Amo blessé et tuer ceux qui m'aiment était cher juste parce que Sek était une fille. Et Gris a crié qu'il ne voulait pas dire ça. Il m'a dit que faire du mal à une fille qui n'avait pas de pouvoir était mal. Et j'ai répondu qu'Amo était une Donen, comme nous tous, et qu'elle avait failli nous tuer tous. J'ai dit qu'elle méritait Dawn, être battue encore plus fort pour ses actions. Et puis Engine a finalement décidé de se joindre à la conversation. Il m'a dit qu'il comprenait ma façon de penser, mais a ensuite demandé comment il pourrait obtenir des informations d'Amo après que je l'ai frappé au point de la faire saigner du nez et pleurer. J'ai réalisé petit à petit, et quand mon petit cerveau de la taille d'un petit pois a finalement traité toute l'information, je n'ai pu que fixer le visage d'Engine. Engine m'a emmené dehors pour parler, et a demandé à Tom de bander la fille en attendant. Quand ils sont sortis, Engine est resté silencieux, et je suis devenu de plus en plus anxieux. Je lui ai demandé pourquoi il ne disait rien, et Engine a répondu que ce N n'était pas nécessaire car j'avais tout réalisé. Je me suis expliqué en disant que pendant tout le temps où J était sur le pont céleste, on m'avait demandé de supporter. Peu importe ce que les gens me disaient, je devais contrôler ma colère et la réprimer. Cependant, une fois que j'ai atteint le sol, j'ai réalisé que je perdrais si je continuais à me retenir. Mais maintenant, après avoir donné une bonne raclée à Amo, j'ai réalisé que J était revenu à mes réglages par défaut. J était toujours le même garçon impatient et violent, prêt à attaquer n'importe qui sans réfléchir s'il me faisait du mal. J'ai crié que J était toujours un gamin violent et que toute la maturité que je pensais avoir acquise N était qu'une illusion. Soudain, Engine a dit qu'il aimait vraiment les femmes plus intelligentes que lui, avec des courbes incroyables et une personnalité tolérante. Je suis resté complètement silencieux face à cela, mais Engine a continué en disant qu'il ne s'entendait pas vraiment avec les enfants et les femmes ayant des besoins compliqués, car il n'avait pas besoin de leurs bagages émotionnels. Il ne pouvait cacher de telles choses à personne, et était l'un de ses mauvais traits de caractère. Engine m'a dit que ce N était qu'un exemple, et que les adultes avaient beaucoup de choses terribles dans la vie qu'ils devaient surmonter. Il a dit que réaliser cela était la première étape pour devenir un adulte, et qu'il avait été amené à prendre conscience de ses propres défauts par d'autres. Par rapport à lui, j'avais réalisé les choses par moi-même, et cela signifiait que je était sur la bonne voie pour grandir en tant que personne. J'ai regardé Engine avec étonnement en entendant cela, et il m'a dit qu'il devrait s'excuser auprès d'Amo plus tard. Pendant ce temps, Tom a pensé à Mo et s'est excusé pour mes actions, disant qu'il ne savait pas que j'irais si loin. Puis, elle a enlevé son masque, disant à Amo qu'elle voulait être son amie et qu'elle pouvait parler de tout ce qu'elle voulait. Amo a remarqué que Tom ferait une bonne mère, et elle a ensuite commencé à parler de sa mère. Amo a dit que sa mère était une mère formidable, et qu'elle était la raison pour laquelle elle avait rencontré son premier amour et obtenu son trésor. Sa mère lui a également montré les anges qui voyageaient entre la terre et le pont céleste. Tom a juste considéré tout cela comme des divagations, mais elle a soudainement réalisé qu'Amo était prête à parler de personnes qui pouvaient voyager entre les deux mondes, mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.